Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Suet, chargée de support et formation au CREG, le Centre régional Auvergne-Rhône-Alpes de l'information géographique. Voici la retransmission du webinaire sur l'adressage qui a été organisé par le CREG et qui a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023. Le CREG est un centre de ressources dans le domaine de l'information géographique pour les acteurs publics régionaux. Vous pouvez retrouver la présentation en entier en format PDF qui décrit nos missions et notre rôle dans l'adressage à l'échelle de la région, dans la description qui se trouve juste sous la vidéo YouTube. Au même endroit, vous trouverez également les liens vers les différentes parties du webinaire avec un renvoi vers le minutage correspondant pour chaque partie. Voici d'ailleurs à l'écran un rappel du programme détaillé avec les différents intervenants, que je remercie d'ailleurs de nouveau. Et nous commençons donc avec Olivier Delteil de la Direction interministérielle du numérique. Bon webinaire à tous! Ah, mon micro C'est avait tout été bon. désactivé, je sais pas Oui, pourquoi. voilà. Super, merci. Est-ce que vous voyez bien à l'écran la première, la première Oui, planche de la présentation? Très bien, oui, parce oui, que tout je à ne la fait. vois pas sur mon écran. Ah, attendez, il y Euh, a un participant qui lève la main. ah, Alors, vous pouvez poser votre question dans les questions-réponses. Alors oui, vous pouvez lever la main si jamais on peut vous permettre de parler. Je vais permettre de parler à la mairie de Mazera. Allez-y, normalement, vous pouvez parler. Ou c'était une erreur? Bon, on va enchaîner du coup. N'hésitez pas à non, pas de reposer votre question. question. Non, vous pouvez y aller, monsieur alors je sais pas qui, de la mairie de Mazera. Si jamais vous pouvez poser votre question dans les questions-réponses, on vous répondra. Ou sinon, on peut aussi garder les questions et juste Oui, à oui, la oui, fin tout de à la, fait. de la courte présentation, échanger Oui, oui, avec ceux qui ont posé des questions dans le chat, si ça vous va. c'est parfait. Très bien. Eh ben, parfait. Donc la base adresse nationale est une base qui aujourd'hui, pour donner quelques éléments de contexte, est animée par 3 acteurs. Marie l'a évoqué en introduction. Ces 3 acteurs, ce sont, la Direction interministérielle du numérique, donc la DINUM, qui fait partie des services du Premier ministre, l'ANCT, l'Agence nationale de cohésion des territoires, et l'IGN, qui est l'Institut, d'information géographique et forestière. Hem, cette base adresse nationale, elle a une mission, principale et essentielle, qui est de mettre à disposition un référentiel, des adresses en France. Bien entendu, une base qui soit la plus exhaustive possible, et surtout là, qui soit utilisée par le plus grand nombre, quelles que soient les typologies d'acteurs, mais on va y revenir. En termes d'attaque, bah, bien entendu, l'objectif est de couvrir, même si c'est déjà le cas aujourd'hui, d'une certaine manière, d'aller couvrir l'ensemble des communes françaises. Il y en a 35 000 à peu près, et surtout, d'être utilisé, ce que je disais à l'instant, par, dans un premier temps, le maximum d'organisations publiques, d'administrations, mais également, d'autres acteurs. C'est une base, ouverte, disponible et gratuite, par tout acteur qui aujourd'hui, souhaiterait, mettre en place un service ou développer, un service qui fait appel à l'adresse sur le territoire français. Juste, une petite introduction en matière, technique pour, juste expliquer, dans le détail comment ça se passe aujourd'hui. Si on prend une photo aujourd'hui de la base adresse nationale, comment elle est alimentée? Elle est alimentée aujourd'hui concrètement par, alors un historique, c'est-à-dire des bases de données qui ont déjà été constituées, au fil des années par un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs publics, ce que vous voyez sur la gauche de l'écran, et qui aujourd'hui sont celles qui demeurent pour les communes qui n'ont pas encore mis à disposition, une base d'adresse locale.
Et pour celles qui ont les outils, dont ceux qui ont déjà été évoqués par Marie en introduction, dont notamment Mes Adresses, l'outil Mes Adresses, bah, ces communes, du moment où elles passent par un des outils d'alimentation d'une base adresse locale, vont directement alimenter à l'identique la base adresse nationale. Concrètement, si on présente un schéma du cycle de vie de la donnée adresse, c'est-à-dire que de sa production jusqu'à son utilisation, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Bah, à la gauche de l'écran, vous avez les producteurs de la donnée en responsabilité de la donnée, à savoir les communes, qui viennent donc remplir leur adresse, leur base adresse locale. Celles-ci vont directement alimenter la base adresse nationale que vous voyez au centre de l'écran. Et puis, à partir de cette base adresse nationale, bah, il y a un certain nombre d'utilisateurs qui aujourd'hui viennent consommer ces données. Au premier rang, au premier chef, les services publics, bien entendu, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. Que ce soit en termes de fréquence d'utilisation ou même de masse de données et adresses consommées au fil de l'année. On a donc les services publics et là, ils sont nombreux. Alors, vous avez peut-être vu sur l'écran précédent, on a des acteurs de type INSEE, des GFIP, enfin, vous les connaissez. On a également tous les acteurs liés à la livraison de colis, par exemple. Les acteurs du secours, comprenant des acteurs tels que la gendarmerie ou les pompiers. Les acteurs de réseau, et là aussi, ce sont des grands consommateurs de données, que ce soit les acteurs de réseau d'ailleurs, de réseaux énergétiques, de réseaux télécoms. Et là, on est dans la logique du très haut débit, qu'on évoquera peut-être plus tard. Et puis les acteurs de la navigation, bien entendu, les acteurs de GPS, et ça, je pense que ça sera vu à travers les rétextes. Je vais peut-être passer sur ça qui rentre un peu dans le détail parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, puis je vois que j'ai déjà consommé mon temps. Mais dans le concret, si vous voulez voir, constater ce qui se fait en matière de réutilisation, est ici présenté un échantillon des acteurs qui aujourd'hui utilisent la banne. Vous voyez que ça reprend à peu près l'échantillon des acteurs qui étaient cités par catégorie tout à l'heure. L'avantage de ces acteurs qui sont présentés là, c'est que souvent on a eu la chance de pouvoir échanger longuement avec eux, de pouvoir faire un petit article de blog, un petit billet sur la manière dont ils ont utilisé la banne, et donc de pouvoir exposer les usages et expliquer davantage les usages à travers chaque typologie d'acteurs. Et ben, je vous propose, s'il y a des questions, de répondre aux questions. Sinon, je laisse la parole aux acteurs qui vont nous parler de leur retour d'expérience. Merci pour cette présentation. Donc oui, si pas de questions, on passe à la suite. Alors nous avons comment adresser les lotissements et ensembles privés. Peut-être qu'on peut voir cette question à la fin, une fois qu'on a présenté aussi l'outil Mes Adresses, peut-être, c'est plus judicieux. Oui, ça sera plus Voilà. judicieux, je pense. Ben voilà, on peut passer à la présentation de Nicolas Godelu, si c'est tout bon. Merci. Merci. Ok, parfait. Alors, donc, partager. Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Parfait. oui. Super. Donc, on va lancer ça. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nicolas Godelu, je suis géomaticien au SDIS de l'Isère et je travaille plus particulièrement sur les outils cartographiques à destination du centre de traitement de l'alerte, c'est-à-dire les personnes qui vont répondre aux appels du 18-112. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui en quoi la banne, pour nous, c'est une donnée bien plus précise et ce que ça peut nous apporter et quels sont ses impacts pour les services de secours, du coup, avec bien sûr le délai d'arrivée sur les lieux, mais aussi deux autres points qui vont peut-être moins vous parler, qui sont l'identification des points d'eau, que nous appelons les hydrants, et l'identification des éléments environnants. Donc, la meilleure manière de vous expliquer en quoi c'est plus précis, c'est de vous montrer comment on travaillait hier et comment on va travailler aujourd'hui avec la banne. Donc, aujourd'hui encore, sur certaines communes, on n'a pas toutes les données d'adressage, on travaille avec les données de l'IGN, donc l'Institut géographique national.
qui fonctionne, donc toutes les voies sont découpées en tronçons, et sur chaque tronçon, on connaît les bornes de début et de fin sur les adresses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc là c'est un exemple à Coublevis, sur la rue du Bérard, si on cherche le numéro 512, on sait qu'on est globalement dans cette zone-là, mais on ne sait pas exactement où. Demain, avec la banne, on sait exactement que le 512, il est ici. Alors vous allez peut-être me dire que sur cet exemple-là, on n'aurait pas forcément mis beaucoup de temps à le retrouver, le 512. C'est vrai. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, on a des tronçons de route qui sont beaucoup plus longs, ça peut aller jusqu'au kilomètre, dans les zones assez peu denses. Et surtout, c'est que ces bornes aujourd'hui ne sont pas forcément bien à jour. C'est-à-dire c'est des données historiques de l'IGN, c'est pas mis à jour tout le temps et partout. Et les numérotations sont pas forcément bien logiques de partout. Des fois, c'est métré, donc c'est un peu plus simple, mais des fois, ça ne l'est pas. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué et ça nous fait perdre du temps. Donc, clairement, il y a un gain énorme pour nous de précision là-dessus. Je ne vous parle pas non plus des zones denses où il y a beaucoup d'immeubles, on ne sait pas lequel est l'immeuble, quel immeuble a quel numéro. Donc là, on a vraiment un énorme intérêt. Pareil pour les lotismes, on n'a pas forcément toutes les indications normalement. Donc le premier impact, bien sûr, c'est le délai d'arrivée sur les lieux. Voilà, hein, je ne vous cache pas que moins de temps on met à chercher, plus de temps on a pour sauver. Et dans le cas d'arrêt cardio-respiratoire, on travaille vraiment à la minute. Les minutes c'est très impactant pour nous de pouvoir arriver 2 minutes plus tôt sur ça, pour faire un massage cardiaque. Donc ça, c'est l'élément principal et c'est souvent là-dessus qu'on perd du temps. Et voilà. Donc c'est vraiment important pour nous. Le deuxième point, ce sera donc ce qu'on appelle les points d'eau. Il faut savoir que quand vous appelez pour un départ de feu, nous, au moment de votre appel, on va déjà identifier quels sont les points d'eau les plus proches, c'est-à-dire les bornes incendie les plus proches. On va récupérer les 3 les plus proches qui sont disponibles et ces informations-là vont être transmises directement au véhicule quand il va partir. Ce qui fait qu'au moment où, en chemin, il pourra déjà commencer à regarder quel est le débit qui est à disposition quand il arrive. Ce qui fait que, du coup, quand il arrive, il peut directement se brancher et pouvoir intervenir. Si l'adresse n'est pas bonne et qu'on est à 500 mètres de là, les poteaux incendie ne sont pas forcément les mêmes et du coup, on n'a pas cette information. Alors certes, bien sûr, on peut la retrouver, on a des plans papier dans nos véhicules, mais on perd du temps et surtout, on a une information moins à jour parce que ces poteaux incendie sont mis à jour de manière régulière, il y en a qui sont indisponibles, etc. Donc tout ça, c'est des minutes qu'on perd et c'est un point pour nous important d'avoir une adresse précise dès le début. Et je ne vous cache pas que toutes les minutes qu'on perd, c'est 10 minutes en moins pour intervenir sur nos incendies. Le dernier point, c'est l'identification des éléments environnants. Je ne vous cache pas que quand vous allez nous appeler et que vous allez nous dire qu'il y a un feu, notre réponse ne sera pas forcément la même si vous êtes sur une maison isolée ou si vous êtes sur une maison qui est à côté d'un établissement recevant du public. Donc ça peut être une crèche, ça peut être une maison de retraite, etc. Ce ne sera pas non plus forcément la même réponse si vous êtes à côté de sites industriels. On n'engagera pas les mêmes moyens. On a des listes prédéfinies de moyens engagés si on a un feu à côté d'un site industriel. Et aussi un autre cas, c'est les zones de captage d'eau potable. Si on sait dès le début qu'il va y avoir un problème là-dessus, on va pouvoir très rapidement engager les bons moyens pour pouvoir protéger cette zone de captage d'eau potable. Donc voilà, c'était pour résumer, pour nous, un adressage précis et à jour, parce que je tiens à insister sur le à jour, parce qu'il y a souvent des nouvelles constructions, on a besoin d'avoir ces données à jour. Pour nous, c'est surtout moins de temps à chercher et plus de temps pour sauver, une meilleure préparation de l'intervention et une réponse beaucoup plus adaptée à l'intervention. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. C'était assez rapide, mais c'était pour vous donner un petit peu notre point de vue, en tout cas du côté pompier. C'était très bien. En tout cas, on voit bien que c'est un maillon essentiel, l'adressage dans une intervention au quotidien pour les pompiers. Donc, c'est vraiment essentiel d'avoir non pas un point à quelques mètres, voire au début de la voie parfois. Les pompiers arrivent en début de voie et ne comprennent pas du tout où est la maison en question. Et ça, c'est des secondes, voire des minutes qui sont vitales pour les personnes qui sont dans l'urgence. Donc pour tout le monde, je pense que c'est essentiel. Merci.
Du coup, si on peut passer à la présentation suivante, donc de Christophe Lothier, donc de Waze, s'il n'y a pas de questions sur le sujet. Je pense que oui, on verra tout ça un petit peu plus tard. Attendez, on regarde quand même s'il n'y a pas des questions spécifiques aux pompiers. Alors, les points d'eau privés sont-ils concernés pour une mâche dans la banne? On verra ça un petit peu plus tard, oui. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Donc, Christophe Lothier, si... Bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est tout bon. C'est parfait, bonjour à tous. Donc, Bonjour. Christophe Lothier, je suis l'un des responsables de la communauté Waze en France et le coordinateur des partenaires institutionnels, pouvoirs publics, concessionnaires de routes et événementiels auprès de Waze en France. Donc, je vais vous partager mon écran. J'ai une petite présentation à vous faire découvrir pour vous faire comprendre comment fonctionne Waze et comment nous nous préoccupons de l'adressage pour que dans l'application, tous les usagers puissent arriver à bon port et si possible vraiment de manière très précise devant la porte d'entrée d'une maison ou d'un établissement. Donc, je vais commencer par faire un petit récapitulatif de ce qu'est Waze aujourd'hui pour donner un petit peu des chiffres et voir l'impact de cette application qui devient très majoritaire en France. Elle est portée par 30 000 éditeurs qui éditent la carte au quotidien, des passionnés, des bénévoles. C'est plus de 18 millions d'éditions de cartes par mois. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous éditez en France? La carte, elle est pertinente. Eh bien justement, ça peut être les adresses, ça peut être des fermetures de routes, ça peut être la mise à jour des instructions de navigation, etc. C'est 20 millions d'utilisateurs uniques en France chaque mois. Donc, ça représente à peu près un véhicule sur deux, voire un peu plus d'un véhicule sur deux qui circule dans le pays, qui utilise l'application. Et puis, des partenaires, donc à l'échelle mondiale, on a plus de 1800 partenaires, pouvoirs publics, avec qui on échange des données. Donc, comment nous sommes organisés? Puisque Waze est gratuit, alors vous voyez qu'il y a donc une application mobile d'un côté, il y a des serveurs de routage qu'il va falloir maintenir, qui coûtent de l'argent, il y a les serveurs temps réel, il y a derrière tout ça une carte, ce qu'on appelle le back-office, sur laquelle nous, éditeurs, nous nous appuyons. Il faut également piloter cette communauté d'éditeurs par des gens de Waze. Et puis, bien, tout ça, il faut quand même trouver des ressources. Donc, ça se monnaie avec la publicité qui reste assez light finalement. À quoi ressemble l'éditeur de cartes Waze? C'est ce sur quoi nous travaillons, nous, au quotidien. Et là, je vous ai mis un exemple et j'ai zoomé sur Chuzel, en Isère. On retrouve l'adressage des habitations qui est fait au plus près de la porte, de là où le véhicule doit arriver. Ce sont des informations que nous mettons à jour à la main. Il n'y a absolument rien d'automatisé puisque Waze a pris parti de ne pas faire confiance à de l'import automatisé de données et s'appuie plutôt sur la communauté qui fait un travail de fourmi pour rendre la carte la plus précise possible. Alors, comment nous y prenons sans rentrer dans un détail trop technique pour réaliser l'adressage sur notre carte? Eh bien, sur chaque route, nous allons pouvoir ajouter les numéros. Donc, le deal, c'est de positionner le numéro sur l'habitation pour que sur la carte, on voit vraiment précisément où se situe l'habitation et on va le lier, comme vous le voyez sur la petite capture d'écran, au point d'entrée de l'habitation qui parfois, selon les maisons, peut se retrouver à plusieurs centaines de mètres et n'est pas forcément au droit ou perpendiculaire au chemin. Donc ça c'est la précision qu'on va donner. On a également la possibilité de créer des lieux résidentiels qui donnent une précision encore plus forte et qui permet aussi de résoudre des problèmes dans des cas un peu particuliers où la résidence ou l'habitation n'est pas vraiment sur la voie qui porte un nom, mais on doit cheminer via des parkings ou une propriété privée. Donc ça nous permet d'aller de manière un petit peu plus précise au sein d'une propriété ou d'une résidence privée devant l'habitation et le numéro concerné. Et enfin, on a aussi ce qu'on appelle les POI. Les POI, donc c'est les lieux, on va dire, publics, les commerces, différents établissements auxquels on associe une adresse et qui, de fait, sans configurer la route, le fait qu'on ait donné une adresse sur ces établissements permettent de localiser et d'amener les utilisateurs à bon port. Donc, il y a une logique dans tout ça.
une logique de recherche. Quand vous êtes sur l'application, que vous faites une recherche, comme vous le voyez à l'écran, il y a une priorité qui est donnée sur les résultats qui vont être fournis. Donc, la première des priorités, c'est le deuxième cas que je vous ai montré juste avant, ce sont les points résidentiels, où on va pouvoir être amené au plus près de l'habitation, même au sein d'une résidence privée. Ensuite, il y a les numéros de rue. C'était mon premier exemple que nous associons au nom de rue. Et puis, quand Waze ne trouve pas ces informations sur ces deux premiers étages, il s'en retourne à Google Maps. Il va interroger les données de Google Maps. Et si Google Maps n'est pas suffisamment précis, il va utiliser l'interpolation, comme l'expliquait Nicolas Godelu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre deux points, on a le début et la fin avec des numéros sur une voie, on arrive à peu près à imaginer à quel endroit va se trouver le numéro intermédiaire que l'on recherche. Et enfin, si vraiment Google n'est pas en mesure de nous fournir non plus cette interpolation, c'est au sein de la base de données de Waze que l'interpolation sera calculée. Voilà. Donc, quelles sont nos sources? Nous en avons plusieurs de sources. La première, c'est nous, c'est la connaissance du terrain. Alors, c'est pas la source la plus efficace. Enfin, si, c'est la plus efficace, mais c'est pas la plus facile à mettre en œuvre. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on marche et qu'on aille découvrir toutes les routes du pays pour mettre les numéros au bon endroit. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique et rapide. Derrière, nous pouvons utiliser, bien sûr, le Street View de Google Maps, qui nous permet de nous balader n'importe où sur le pays et aller cibler les numéros devant les boîtes aux lettres de chacune des habitations. Enfin, nous avons aussi la possibilité, via nos utilisateurs, qui nous signalent des erreurs de carte directement dans l'application. Ils nous signalent, par exemple, comme vous le voyez, une adresse incorrecte. Donc là, on va poser des questions, à quel endroit c'était, que s'est-il passé, etc. Et on va pouvoir enrichir la carte avec une nouvelle adresse. Ça nous permet de mettre le doigt sur des manques sur notre carte. Après, on peut s'appuyer également donc, sur les BAL, les bases de données locales. Certains départements ou communautés d'agglomération les mettent à disposition du public. Je pense par exemple à un cas que je connais très bien dans le Gard rhodanien, avec le SIG, sur SIG.fr. Donc là, on a des données qui sont très précises et qui sont matérialisées vraiment là où il y a le point de chute, le point d'accès à l'habitation. On peut aussi aller consulter les données d'IGN que l'on va retrouver aussi sur Géoportail ou via le cadastre. On a des relations, on va dire, main dans la main avec pas mal de gestionnaires. Donc ça c'est du réseau. Hein. Vous avez un exemple ici de carte sur l'île de la Réunion, à Saint-Denis, où je travaille personnellement avec ces gens-là. Dès qu'il y a une mise à jour de l'adressage, ils m'envoient les plans et on peut les propager dans Waze. Et enfin, bien sûr, évidemment, la BAN dont on a tous parlé depuis une bonne demi-heure. Comment donc contribuer à l'adressage? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a absolument dans Waze aucune automatisation une quelconque importation de données. Tout se fait à la main. Donc tout le monde peut être acteur. Vous, moi, n'importe qui utilise l'application peut se connecter avec son login mot de passe sur l'éditeur de carte. Je vous ai mis l'adresse et ajouter lui-même le numéro des habitations de son village, voilà, en fonction de sa connaissance, ou en s'appuyant sur les données de la BAN ou autres que je viens de vous montrer sur la slide précédente. Et puis, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez vous appuyer sur la communauté forte de 30 000 éditeurs en France qui va vous permettre de, vous leur donner vos données d'entrée et nous allons faire le boulot minutieusement et ajouter les adresses au bon endroit. Vous pouvez m'écrire à moi aussi, qui suis responsable de la communauté. Je pourrais diffuser vos besoins à l'ensemble de mes collègues. Et enfin, il faut savoir aussi que Waze propose un programme de partenariat gratuit avec les institutions qui vont vous permettre, en dehors de la partie adressage, de récupérer toutes nos datas pour comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau du trafic et éventuellement mettre en place par vous-même des fermetures de routes en temps réel sur la carte de Waze et ça sera dupliqué sur Google Maps dans la foulée. Voilà, c'était juste pour vous faire une petite présentation globale des coulisses de Waze, parce que je pense que vous êtes nombreux à utiliser l'application, mais sans forcément savoir comment tout ça fonctionne derrière. Donc, si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que je serai là pour vous répondre et puis collaborer pour parfaire nos itinéraires et la recherche des destinations. Merci à vous.
Merci beaucoup Christophe. C'est vrai que on est énormément, je pense, à utiliser Waze, y compris au sein des communes, et que c'est un peu une boîte noire en fait. Derrière, on ne sait pas trop comment c'est géré, comment sont remontées les données. Donc c'est vrai que votre présentation est bien éclairante sur le sujet et je vous en remercie. On avait juste une petite question, j'ai vu passer même plusieurs questions. Tant qu'on est sur le sujet de Waze, j'ai donc Villemagne qui pose la question: suite à une modification de sens de circulation sur notre commune, comment procéder par la mage des outils de navigation dans Waze par exemple? Alors, pour Waze, puisque pour les autres, je ne peux pas me prononcer, le Oui. processus est beaucoup plus long. La force de Waze, c'est que dès qu'une modification a été prise en compte, donc elle est demandée, on la prend en compte, on la réalise sur notre carte, sous 48 heures maximum, les 20 millions d'utilisateurs français en bénéficient. C'est immédiat. C'est presque immédiat, comparé à d'autres solutions qui ont une inertie de 6 mois, voire plus, pour une mise à jour de carte, parfois payante. Nous, c'est quasi immédiat. Donc, le meilleur moyen de répondre à ce besoin-là, vous avez mes coordonnées. C'est un premier point d'entrée. Vous n'hésitez pas à m'écrire personnellement, à m'envoyer des plans. Moi, c'est mon rôle, c'est ma casquette de me préoccuper des institutions, des collectivités et de faire en sorte que, il y ait des vrais échanges constructifs et avec une mise en place effective quasi immédiate de vos besoins. Sens de circulation, vitesse, radar, tout ce qui est restriction temporaire, mise en place de marché, création d'événements, mise à jour de l'adressage. Tous ces points-là, on sait les gérer et je peux être votre point d'entrée dans un premier lieu avec grand plaisir, il n'y a pas de problème. Vous avez mes coordonnées si l'écran est toujours partagé en bas du slide. Je prends juste une deuxième question et on passe à la suite. Colline Delvoye du 638 qui disait n'est-il pas contradictoire de dire que la banne est une source de Waze, mais qu'il faut faire un double signalement Waze plus ban, et elle cite plus bas que le principe c'est le dites-le nous une fois. Effectivement, la base adresse nationale, on le verra un petit peu plus tard, est avisée d'être la base de données de référence, et donc où tout le monde finalement se fournit en adresse. Oui, tout à fait. Alors, comme je l'ai dit au cours de la présentation, il n'y a pas aujourd'hui au sein de Waze quoi que ce soit qui ait été développé pour produire une interface d'import automatisée à l'échelle de la planète. Faut pas perdre de vue que c'est une application qui est mondiale et que quand ils développent un outil, c'est quand même une boîte qui a besoin de générer de l'argent, on va pas se mentir. Donc, quand ils développent un outil, il faut que ce soit quelque chose qui puisse avoir une audience mondiale et qui soit un standard. Aujourd'hui, la banne est française, d'autres pays ont d'autres systèmes et c'est assez compliqué de dépenser énormément de ressources pour aujourd'hui pour mettre ça en œuvre. Donc, ils préfèrent qu'on travaille vraiment sur un système de confiance. Alors oui, vous allez me dire, il faut mettre à jour la banne et après, il faut informer Waze. Je suis d'accord avec vous. Mais pour l'instant, c'est le format. Et moi, j'ai tendance à le privilégier parce que ça crée du liant. C'est pas quelque chose d'impersonnel et c'est vraiment dans l'ADN de Waze. On cherche vraiment à avoir une relation main dans la main avec tous nos utilisateurs et nos fournisseurs de données. On travaille ensemble au quotidien, on a envie de faire un travail vraiment de précision. Et oui, on préfère que vous nous disiez, on a mis à jour la banne, regardez sur telle rue, il y a peut-être des nouveautés, on s'envoie un petit mail de façon tout à fait informelle, et puis nous, on va faire le boulot dans la journée, et sous 24 heures, c'est terminé. Tout le monde en bénéficie, plutôt que d'essayer de faire une passe perpétuelle sur les nouveautés, on va les louper. Forcément, et la carte ne sera pas à jour. Ça peut être paradoxal, mais ça nous paraît plus efficace. Très bien, merci pour les réponses aux questions. Je vous propose de passer à l'aspect juridique donc de l'adressage avec Ariane Rose de l'ANCT, donc l'Agence nationale de cohésion des territoires, si c'est tout bon. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui. Super. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Tac. Tac. Bien, parfait. Alors, je n'ai pas grand-chose à partager, hein. J'ai juste une slide, mais l'idée, c'est de vous parler de cet aspect législatif qui a été renforcé donc, en février dernier sur l'adressage. C'est hyper important pour nous, hein. Ça donne une assise assez forte maintenant à l'adressage et au pouvoir des communes sur l'adressage.
Donc c'était un prérequis assez important qui a été porté par les associations de collectivités qu'on a soutenues et qui a réussi à voir le jour dans la loi 3DS en février dernier. Alors, je vais juste vous faire un rappel de ce qu'il y a dans cet article de loi qui est sorti en février dernier. Juste, Ariane, peut-être mettre en plein écran pour qu'on puisse bien voir. C'est possible. Tac, tac, tac. Je le vois en très grand, en fait. Ah, d'accord. Bon, bah tant pis, sinon, c'est pas grave. Mais je vais essayer. C'est en plein écran ou pas? Oui, mais Bon, si super. vous ne voyez plus rien, Non, mais c'est bon, je connais, moi. d'accord, très bien. Normalement. Merci. Du coup, je vous propose de faire un rappel de ce qu'il y a dans cet article, qu'est-ce que ça change concrètement par rapport à la situation d'avant, et puis vous faire un peu de preview sur la suite, parce qu'on est en train de rédiger le décret d'application qui accompagne cet article et qui va concrètement donner les dates d'entrée en vigueur notamment, et parler du nouveau code de l'adresse, donc des sujets hyper importants pour venir compléter cet article de loi. Cet article, il redit, en fait, il officialise le fait que la commune est la seule source officielle des adresses. Donc, c'était un peu une évidence, c'était pas clairement écrit dans la loi, mais maintenant, ça l'est, c'est clair, il n'y a pas de question là-dessus. La commune est en charge de ces adresses et personne d'autre. Il va demander en plus à toutes les communes d'adresser. Donc avant, vous saviez, seules les communes de plus de 2000 habitants avaient l'obligation de donner des noms de rue et de mettre des numéros. Maintenant, toutes les communes vont être concernées. Et par ailleurs, il demande en plus d'aller un cran plus loin, donc c'est bien de mettre sur le terrain, c'est bien d'informer les habitants, mais c'est encore mieux si ça remonte dans les systèmes d'information et que ces adresses sont réellement utilisées par tous les outils qu'on utilise au quotidien. Et donc c'est là qu'on demande aux communes de faire l'étape du dessus, donc d'aller faire en fait un peu d'open data, de produire de la donnée sans vraiment le savoir, et de publier les adresses sous le format standard base adresse locale, qui est un format qui existe depuis déjà pas mal d'années, qui a été standardisé par l'AITF, l'Association des ingénieurs territoriaux de France, depuis 2015, donc c'est pas nouveau. C'est un format qui a été créé par les collectivités pour les collectivités et qui nous semble normalement ne pas être trop compliqué, rester sur l'essentiel pour que ce soit réaliste et que ça puisse être tenu à jour. Donc l'idée, c'est de publier la base adresse locale et d'alimenter la base adresse nationale. J'ai fait un zoom sur 3 points qui sont, je pense, importants et qui sont dans cet article. Tout d'abord, on a supprimé l'obligation des communes de devoir fournir la première plaque de numéro. Alors, je ne parle pas des plaques de rue. Les plaques de rue, les communes doivent toujours les fournir et les poser. Mais sur les plaques de numéro, on a donné une petite soupape aux communes. On sait que l'achat des plaques, c'est un gros budget dans l'adressage. Et si c'est un frein, effectivement, les communes peuvent ne pas fournir la plaque et ce seront donc les habitants qui vont devoir aller acheter eux-mêmes leur plaque, c'est pas quelques euros à Leroy Merlin, et la poser sur leur maison. Donc ça, c'est une possibilité qui est offerte. On constate qu'il y a toujours beaucoup de communes qui préfèrent fournir les plaques, ne serait-ce que pour que tout le monde ait la même plaque, et pour s'assurer que les gens le font bien, et qu'on n'a pas des personnes qui, au final, ne vont jamais aller le faire. Et après, j'ai 2 petits points sur le périmètre, en fait, qui est concerné. J'ai vu que tout à l'heure, il y avait une question, je crois, sur les lotissements privés. On a ajouté dans le champ où la commune est compétente sur l'adressage les voies privées ouvertes à la circulation. C'est-à-dire où il n'y a pas un portail, on peut librement circuler. Et là, les communes ont le pouvoir maintenant d'adresser ces voies, alors qu'avant, effectivement, il fallait faire des négociations parfois très compliquées avec les habitants qui pouvaient ne pas souhaiter d'avoir d'adresse, alors que ces voies privées, en fait, elles sont autant empruntées, les secours vont y passer, on a tout intérêt à pouvoir les adresser comme le reste de la commune. Et par ailleurs, le dernier point, c'est les lieux-dits. C'est un point très important. On sait qu'il y a eu beaucoup d'endroits où l'adressage n'a pas pris parce que les habitants ne voulaient pas perdre leur lieu-dit, et on comprend, parce qu'il y a une valeur historique, culturelle, touristique, enfin, il y a plein de raisons de ne pas perdre ces noms de lieux-dits. Et on précise bien que la base adresse nationale et la loi, on ne dit pas qu'on perd les lieux-dits, c'est faux. Il y a pas mal d'articles de presse qui peuvent répandre ce genre d'informations. C'est pas du tout le cas. L'idée, c'est bien de les conserver, même de les faire remonter dans la base de données. Donc, leur donner une importance aujourd'hui, elles ne remontent pas forcément complètement. Et par contre, de venir les préciser. Donc, si on avait juste le bourg pour 20 maisons, ce qui n'était pas forcément assez précis pour avoir des services efficaces, on va venir, dans ce lieu-dit, nommer les voies et ajouter des numéros, pour que les personnes qui y habitent aient les mêmes services que les gens qui avaient déjà un adressage plus précis. Donc ça, c'est vraiment la partie sur le texte de loi. Je vous ai mis juste le lien
on avait fait un petit décryptage pour que les consignes directement adressées aux communes sur ça change quoi concrètement. Et sachant que donc on a le décret d'application qui va sortir très prochainement, a priori il est prévu pour le 1er mars, et normalement on devrait tenir le délai. Et dans ce décret d'application, je peux vous raconter un peu ce qu'il va dire. On n'a pas encore une version complètement finale, mais je pense qu'on s'approche d'une version finale. Notamment, on va avoir le délai d'entrée en vigueur. A priori, ce sera un délai d'entrée immédiate au 1er mars pour les communes de plus de 2000 habitants. Donc, elles vont avoir immédiatement l'obligation, alors d'adressage, elles l'avaient déjà, et donc plutôt de publication de leur base adresse locale dans la base adresse nationale. Et on aura un délai différé pour les plus petites communes de moins de 2000 habitants, parce qu'on sait que voilà, choisir les noms de voies, délibérer, en discuter avec la population, ça peut prendre un peu plus de temps. Et donc, on aura sans doute un délai au 1er septembre pour les communes de moins de 2000 habitants. Je parle aussi du dites-le nous une fois de l'adresse. Il a déjà été abordé un peu plus tôt. L'idée dans ce décret, c'était de pouvoir l'ancrer. Donc, on a réussi à ce que ça soit présent. Donc, je ne sais pas la version finale, mais bon, on peut quand même un peu s'avancer avec l'idée derrière que on préfère que les communes n'aient qu'une seule saisie à faire, qui soit précise, mise à jour, de qualité, plutôt qu'avoir 20 demandes différentes à répondre, et qu'on en discute, franchement, 20 demandes, c'est pas possible d'y répondre à toutes avec des formats différents, un mail, un Excel, enfin, un peu de tout. Et puis, au final, on ne fait pas toutes les deux. On ne peut pas tout faire, c'est pas possible. La secrétaire de mairie, elle ne peut pas passer un plein temps à répondre à ces questions. Donc, l'idée, c'est d'avancer sur le dites-le nous une fois de l'adresse. On a un premier pas, on a déjà beaucoup d'administrations qui sont déjà complètement intégrées là-dedans, mais là, cet article va pouvoir ancrer encore plus les choses, et notamment, vous savez que la seule obligation aujourd'hui, c'est le décret de 94 vers la DGFiP. Donc les communes, pas toutes les communes, les plus grosses communes ont l'obligation de remonter une liste de voies. Et donc, l'objectif de ce décret, c'est d'ancrer un horizon dans lequel ce décret va être abrogé et où la DGFiP saura s'alimenter directement dans la base adresse nationale, sachant que certaines des DGFiP sont déjà en fait branchées, mais on n'a pas encore quelque chose de national. Voilà à peu près sur le décret, sur la loi. C'est un pas très important. Ça fait un moment qu'on essaye de dire de passer dans la loi ces choses-là. Maintenant, c'est quelque chose qui est accepté de tous. Donc, je pense que tout le monde commence à y voir l'intérêt, que ce soit pour les secours, pour l'arrivée de la fibre, pour plein de choses qui en fait poussent à dénommer des voies en ce moment en quantité. On a rarement eu d'aussi grand volume de communes qui nomment leurs voies et qui numérotent. Donc, c'est une très bonne chose. Et la sortie de ce décret d'application, normalement, va venir un peu booster encore plus le rythme de publication. Donc, on est très contents et on va essayer de l'accompagner. Ouais. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie de ne pas faire trop long, mais... Merci, Ariane. C'était très bien. En tout cas, ça resitue un petit peu au centre de la loi, donc la commune au centre de l'adressage. Et ça répond à beaucoup de petites questions qu'on se posait jusque-là, donc avant la promulgation de ce décret qui va avoir lieu prochainement. Je regarde juste les questions qui concernent spécifiquement ce décret. Alors, tout ça, peut-être qu'on va pouvoir le voir avec Sophie Clairet et Nicolas Hiverna aussi concernant les autres questions. Je regarde juste s'il y en a spécifiquement sur la loi. Donc, il y avait une question, les habitants ont-ils l'obligation d'apposer la plaque du numéro de leur adresse? Donc ça a été évoqué. Non, ça n'a pas été évoqué. Donc, concernant cette question, pour l'obligation d'apposer la plaque du numéro de leur adresse, par contre, c'est à qui de poser le numéro? C'est ce que je disais tout à l'heure, Oui, entre obligation et réalité, il y a toujours un petit décalage, malheureusement. Donc, les communes n'ont plus l'obligation de fournir la plaque et de la poser. Par contre, effectivement, ça reste quand même le plus efficace si on veut que ce soit fait dans les temps et que ce soit réellement posé, que ce soit... Alors, après, il y a tous les aspects esthétiques dont je ne m'exprime pas là-dessus, mais effectivement, si on veut que tout le monde ait le même numéro, il faut leur proposer.
tout Donc à fait. oui, on a un risque de personnes qui posent pas ou qui tardent à poser les numéros. Et donc, bonjour, sur les voies privées, la loi ne reste pas claire entre ce qui est voie fermée et voie ouverte. Avez-vous des éléments ainsi que qui numérote sur les voies fermées? Alors tout à fait. Alors c'est une question qu'on nous pose très souvent. Oui. Dans la loi, on a écrit voie privée ouverte à la circulation. On a souvent des questions sur ouverte à la circulation, ça veut dire quoi concrètement? Alors c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément complètement d'accord. Alors nous, on en reste sur ouverte à la circulation. Il n'y a pas de portail ou de choses qui empêchent de rentrer. On nous a posé des questions. Est-ce que s'il y a un panneau interdit sauf riverain, est-ce que ça marche quand même? Des choses comme ça. Voilà, je pense qu'il faut qu'on reste simple, c'est est-ce qu'on peut passer ou pas. Et tant qu'on peut passer, il faut nommer, il faut numéroter. Si je peux me permettre d'intervenir sur ce point-là, c'est important alors je pense que ce sera expliqué tout à l'heure dans la présentation de l'outil Mes adresses, le plus de voies on peut nommer et donner un numéro unique à chaque habitation, le mieux c'est. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de cas où on va dire mon adresse, ça va être 26 lotissement du Soleil, 162 rue du Chat. Si on pouvait directement donner un nom au lotissement, enfin lotissement, c'est mieux de donner juste un numéro, un nom de voie. On verra tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, quand on utilise mes adresses, on peut donner des détails. Les détails, je pense que ça sera beaucoup moins ressorti que si on donne juste un numéro, un nom de voie. Donc là-dessus, moi, de notre côté, j'insiste pour que du côté SDIS, nous, on est juste un numéro, un nom de voie et que vous poussiez à nommer toutes ces voies privées, surtout celles où on peut accéder parce qu'on gagnera vraiment beaucoup de temps là-dessus, quoi. Donc voilà. Merci. Juste une dernière question, donc de Villemagne. Nous avons plusieurs cas où la commune a fourni la plaque, mais le propriétaire refuse de la poser. Alors ça, j'avais entendu ça aussi dans plusieurs webinaires. Comment faire dans ce cas pour la commune? Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse? Alors moi, je ne sais pas bien quels sont les recours de la commune, effectivement, dans ce cas-là. C'est pas simple. Effectivement, l'habitant refuse de la poser, ça bloque l'adressage sur ce numéro-là, quoi. C'est une bonne question, en tout cas, on la garde. Tout à fait. On espère qu'en tout cas, les gens verront l'intérêt d'avoir un adressage, qu'ils se rendront compte que ça les aide au quotidien et que ce n'est pas juste une obligation sortie de nulle part qu'on leur ajoute. Bonne question. Savoir quels sont les vrais recours si on veut vraiment forcer la pause. Tout à fait. Je vous propose de passer à la suite et puis quitte à revenir sur les questions sur la fin. Je propose à Sophie Clairet d'intervenir sur un petit peu comment ça se passe dans le concret et quels outils sont disponibles sur, en tout cas quelles informations sont disponibles sur le site. Voilà, je vois que le partage d'écran est déjà fait. Non, j'ai pas mis le son. Bonjour tout le monde. Si, c'est bon. J'ai pas mis le son. Oui, je n'ai pas préparé de PowerPoint pour que justement les communes voient où elles arrivent pour mettre à jour leurs adresses et comment elles peuvent s'y retrouver. Juste un petit commentaire, les numéros ne passent pas en conseil municipal, ils font l'objet d'un arrêté. Et donc le maire, l'élu qui va se charger de cet arrêté va préciser les conditions de ces numéros. Il peut très bien faire un achat groupé des numéros et après que les propriétaires les achètent à la commune, par exemple, s'il veut qu'ils soient tous harmonisés. Il y a plein de possibilités. Après, c'est la force de l'arrêté, pas énorme. Donc, le site national des adresses, adresse.data.gouv.fr, je reprécise parce que j'ai entendu des bases IGN, etc. La BAN, elle est ici, elle n'est pas sur le site de l'IGN. Vous la trouvez ici dans les données nationales, découpées en départements. Bon, ça, c'est pour les gros utilisateurs aussi de venir la chercher par API. On arrive sur cette page, vous, commune, vous voulez mettre à jour vos adresses, vous allez cliquer sur contribuer à la démarche, vous intéresser au sujet base adresse locale, puisque c'est votre format, et venir aussi chercher les ressources ici, où vous aurez toute la documentation. Et en bas de page, quelque chose de très important aussi, si Craig n'a pas encore organisé des webinaires, vous cliquez ici, vous avez plein de dates possibles, on va en faire un par semaine à partir
de maintenant. Donc, j'ai ouvert ce site pour éviter Bon, je vais vous montrer. Dans les ressources, on va dans la documentation. Est-ce que tout suit bien? J'espère. Et je voulais vous montrer le parcours, le schéma du parcours de l'adresse. Parce que Ariane a expliqué ce que vous aviez à faire avec une base adresse locale, mais cette base adresse locale, c'est un format. Donc, vous, en tant que commune, pour pouvoir la transmettre à la BAN et mettre à jour vos adresses, il va falloir d'abord vérifier vos adresses dans la base adresse nationale. Donc, on vous remettra les liens. Mais l'explorateur de base adresse nationale, c'est ce que vous avez en page d'accueil qui vous permet de voir toutes vos adresses. Je ne m'étends pas dessus parce que je suis sûre que Nicolas Hiverna risque de montrer sa balle et peut-être ses adresses. Je suis sûre que vous avez peut-être prévu de le faire. Donc, je ne vais pas passer du temps là-dessus. Vous avez la page d'information de la commune. Je vais quand même vous la montrer, celle-là, si elle le suit. Quand vous rentrez ici une adresse, on va le faire. Vous me dites si ça suit bien. La page d'information sur la commune vous permet de voir ce qui est certifié ou pas et d'avoir ici les fichiers BAN exportés à l'échelle de la commune. Donc, c'est ça que vous transmettez à vos réutilisateurs une fois que vous avez fini vos adresses à différents formats. Donc, ça, c'est une page d'information qui vous permet de voir où vous en êtes. Et quand vous êtes en bas de cette page, vous voyez s'il y a une base adresse locale déjà faite, si les adresses sont brutes et que rien n'a été fait, etc. Si vous voyez qu'une base adresse locale a déjà été faite, eh ben, par exemple, un EPCI qui s'en était occupé pour vous et vous aviez oublié que c'était le cas, eh ben, vous allez pouvoir prendre attache avec cet EPCI pour éviter de réinventer la roue. S'il n'y a rien de fait, ou peut-être parfois ça arrive, hein, on a ça sur le support qui arrive, un agent qui a mis à jour les adresses, et puis un autre service qui se dit, bah, tiens, je vais mettre à jour les adresses. Donc, c'est dommage, autant savoir tout de suite, en bas de cette page d'information, s'il y a déjà quelque chose qui existe. Donc, vous allez repérer les problèmes. Donc, ça, c'est très facile sur la BAN. Vous voyez tout de suite s'il y a des doublons, parce qu'il y a plusieurs numéros au même endroit. Vous créez une base adresse locale. Donc, l'outil gratuit Mes Adresses, donc Monsieur Nicolas Hiverna va vous faire la démonstration. Ça, c'est l'outil qui, en ligne, permet de gérer toutes vos adresses. Si vous n'avez pas de SIG, ou si vous décidez, par exemple, je pense à des EPCI qui sont dans ce cas, que toute la collectivité sera sur le même outil. Nous, on a le cas ici, je suis près de Pau, où Pau, sa base adresse locale, elle est sur Mes Adresses aussi. Comme ça, les géomaticiens de Pau et qui s'occupent aussi de communes autour, en fait, ils sont tous sur le même outil. Mais évidemment, des communes un peu plus grandes qui gèrent des sujets d'urbanisme ont leur propre système d'information géographique. Et là, vous pouvez très facilement exporter, le transmettre par formulaire, API de dépôt ou moissonnage. Donc là, c'est un peu plus avancé. Vous avez en ligne ici, publier une base adresse locale, toutes les informations pour y arriver. Ce n'est pas fini. Une fois que vous avez transmis vos adresses, il y a encore quelques informations légales à faire, qui sont informer la population. Donc là, il y a le très bon exemple de Chuzel qui a fait un super site internet, je ne vais pas m'étendre dessus. Et les panneaux des noms de voies, donc ça relève du code de la route. Ça n'a rien à voir avec la loi 3DS, mais les noms de voies doivent être évidemment positionnés. On a eu, nous, de notre côté, c'était un géomaticien qui nous demandait si les communes étaient obligées de mettre les noms sur les lieux-dits. En fait, ça fait aussi partie des questions qui ont été posées depuis des années et qui relèvent de la loi sur le code de la route. Donc, les lieux-dits, oui, il y a des panneaux. Alors, il est normé, je ne sais plus quoi, 31, etc. Et c'est d'autant plus important que la responsabilité du maire est engagée. Si dans un endroit où il y a plusieurs maisons, un enfant se fait écraser parce que quelqu'un arrive à 80 ou 90 et que le fait qu'il y ait une agglomération n'a pas été signalé. Donc attention, tout ne fait pas partie de la loi 3DS. Il y a d'autres lois qui entrent en ligne de compte sur l'adressage. Elles sont d'ailleurs toutes répertoriées dans notre guide des bonnes pratiques. Vous les avez toutes. Et vous avez d'autres informations légales, Ariane en parlait. La préfecture,
la préfecture, c'est une obligation de transmettre les délibérations pour la vérification voilà, légale. Et puis, dernier point, évidemment, maintenir sa base adresse locale à jour parce que voilà, l'adresse est une donnée vivante. Je pense que je vais vous montrer le... Est-ce que je vous montre le format base adresse locale? Voilà à quoi il ressemble, vous le voyez bien. Des champs XY, des codes, des champs qui sont obligatoires. Donc, ce format, il ne contient que en information obligatoire le nom de la commune, le numéro INSEE, pas le code postal, parce que le code postal, c'est la base adresse nationale qui le donne, une position GPS. La certification est obligatoire, c'est-à-dire que la commune s'engage en disant cette adresse, je certifie, elle est bonne. Voilà, c'est un numéro, un nom de voie, une position GPS, le lieu-dit complément nom. Jusqu'à présent, il n'est pas obligatoire dans le format BAL, mais la loi le demande. Donc, je pense que le format BAL va suivre. Ça permet aussi de répondre à des besoins que peuvent avoir les pompiers ou la poste ou plein d'autres utilisateurs qui peuvent vous demander de rajouter des choses. Légalement, la commune n'a pas les sentiers à renseigner, les abribus, les DAE se renseignent sur une autre base, etc. Là, on parle bien des adresses, des locaux habitables, à moins que la loi évolue par la suite. En tout cas, c'est ça. Donc, je peux faire un zoom, si vous voulez, sur la gestion des lieux-dits. Comme ça permet de répondre. Donc, vous voyez, je suis allée dans ressources. Je descends, ça c'est le guide de mes adresses, ça c'est le guide des bonnes pratiques. Et la gestion des lieux-dits, là, on vous explique comment les retrouver, ces lieux-dits. Allez les retrouver dans le fichier du cadastre, qui est un fichier fantoire. Et comment les gérer, en fait, vous allez hériter de ce genre de situation. Soit il n'y a pas de lieu-dit, vous avez la voie, route de Vienne. Là, vous ne posez pas de questions. 1, 2, 3, 4. Les numéros des locaux sont affectés au nom de la voie. J'ai mis en bas le format BAL, mais si vous êtes sur mes adresses, vous ne le gérez pas du tout, le format BAL. Hein. Enfin, vous ne gérez pas du tout les fichiers, pardon, et c'est non barbare. L'éditeur Mes Adresses s'occupe de tout ça de manière disons, cachée pour vous, c'est-à-dire que vous avez qu'à cliquer et vous ne voyez pas les noms des champs du format. Si par contre il y a un lieu-dit, on apporte une précision, parce qu'il faut absolument qu'ils remontent, maintenant ils sont dans la loi, il faut aussi qu'il y ait des panneaux, absolument. Vous avez le choix entre mettre un et le nom du lieu-dit, mais il faudra quand même renseigner cette route de Vienne, puisque la commune doit renseigner toutes ses voies. Et simplement, la route de Vienne, si vous ne voulez pas que les numéros soient affectés à la route de Vienne, il faudra la remonter dans les voies sans adresse, séparément. Il faudra quand même la remonter. Et sinon, vous avez la possibilité de mettre 1, 2, 3, 4, les écarts. Voilà, c'était là, les écarts. Et sinon, 1, 2, 3, 4, route de Vienne. Et en complément, les écarts. Quelle est la limite à partir de laquelle on vous déconseille, parce que ce n'est pas une interdiction, de mettre tous les numéros affectés à un lieu-dit. C'est lorsque vous avez des voies, là je pense que les pompiers, vous ne pouvez pas vous en sortir, parce que ce n'est pas un nombre de numéros finalement, ce n'est pas tant le nombre de numéros qui pose problème, que le fait que si vous mettez tous ces numéros, les écarts, sans donner les noms des voies, quand on arrive au 4, comment deviner que le 5 va être ailleurs, que le 6 va être ici? Enfin, la cohérence des numéros doit être vraiment le primat. Et donc, voilà, un bon adressage qui conserve à la fois les numéros, les noms des voies et les noms des lieux-dits. Et vous avez sur la route de Vienne le 2 et le 3, sur la route de Lanka ce numéro, sur celui-là, et puis les écarts qui sera précisé en complément de voie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on conseille le plus pour vraiment enrichir ce que Ariane disait. L'objectif, c'est d'enrichir les adresses, ni de supprimer les lieux-dits, voilà. Je pense que, je ne sais pas si vous voulez que je vous montre, on avait peut-être un exemple pour renseigner les lotissements et les voies privées, mais je pense que M. Hivernat risque peut-être de le faire, donc je ne vais pas prendre plus de temps.
Je vais juste finir sur les outils de la fabrique de l'adresse, parce que c'est au même endroit. Donc tout ça, pour faire tout ça, vous êtes pris par la main pour vérifier les adresses. Vous venez ici, ça vous montre comment faire, à qui ça s'adresse. La page d'information des adresses par commune, ben là ça s'adresse aussi aux SDIS, aux opérateurs GPS, voilà, on vous dit tout. S'informer sur l'adressage, l'accompagnement, parce que effectivement, on s'adresse aussi à tous les organismes qui veulent accompagner. Voilà, vous avez ici tous les outils à disposition. Voilà, je vous remercie. Super, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, tous les liens, je vais vous les mettre en fin de webinaire pour que vous les ayez juste listés. Donc, le guide des bonnes pratiques, l'accès à l'outil Mes adresses, et puis l'accès global au site, en fait, adresse data.gouv. Donc, voilà, pour que vous puissiez accéder aux différents liens et que vous les ayez en visuel. Là, Sophie vous a présenté en live, mais voilà, je vais vous les afficher en fin de webinaire pour vous y retrouver. Je vous propose de passer dans une situation un peu plus concrète avec le maire de Chuzel, Nicolas Hiverna, qui va, vous y verrez peut-être plus clair justement dans l'utilisation de Mes adresses et puis dans l'adressage global d'une commune, puisque c'est un exemple qui a bien fonctionné. Donc voilà, il va pouvoir vous présenter les difficultés qu'il a pu rencontrer, mais aussi les avantages de l'utilisation de cet outil. Donc voilà, je lui laisse la parole. Je vais partager mon écran puisque j'ai sa présentation. Attendez 2 On va rentrer un secondes. petit peu plus dans du Dans le concret, concret, effectivement. je pense que ça va être moins Déjà, je vais vous donner quelques théorique. éléments de contexte. En fait, nous, on a pris conscience en fait de la nécessité d'adresser avec des retours concrets sur le terrain. Un des premiers qu'on a eu, qui nous a pas alerté très rapidement, mais qui était en fait la DGFIP, qui nous indiquait en fait des problèmes d'adressage sur notre commune avec des utilisations de numéros métriques de voies associés à un lieu-dit. Concrètement, RN7 accolé du nom du lieu-dit à côté. Et en fait, on avait en fait 3 fois RN7- le lieu-dit qui se suivait, ce qui nous faisait en fait des triplets de numéros à la fin. Vous aviez un RN7 Les Pins, RN7 Profil, RN7 La Tour de Boussole. Et vis-à-vis de la DGFIP, en fait, ils ne conservent que l'indication métrique. Donc ça a été la première alerte qu'on a eue d'un service externe, un service de l'État, qui nous disait, bon, attention à ce problème-là, vous avez des triplets de numéros parce que nous, on conserve que le début de l'adresse et il faut que vous vous en occupiez. Ça, bon, c'est une première alerte, puis bon, c'est les impôts, ça nous touche quand même, c'est nos ressources financières. Mais le point, on va dire, vraiment qui nous a fait prendre conscience de ce problème-là, ça a été les services de secours. Nous avons plusieurs lotissements sur notre commune, dont certains qui sont récents. Je me suis retrouvé personnellement dans la situation à avoir les pompiers qui arrivaient, moi, en tant que voisin d'une adresse, qui avait une adresse et qui devait aller se rendre pour une intervention urgente à une adresse d'un lotissement qui était uniquement nommé avec un numéro sur la voie, avec le nom de la voie derrière, avec le nom de la voie publique. Donc concrètement, vous aviez le 134 de la rue du Verdier et vous avez 27 maisons et vous avez 28 appartements. Et ben on s'est trouvé un peu bête avec les pompiers. Je leur ai dit il n'y a plus qu'à aller trouver s'il y a quelqu'un qui sort de sa maison, qui fait coucou à son balcon. C'était la seule solution qu'on avait. Ils n'avaient pas plus d'informations que ça quand la personne a appelé. Alors est-ce qu'elle avait donné un numéro de lot ou autre? Mais les numéros de lot ne se suivant pas, vu qu'ils sont attribués par le promoteur, ça aidait pas bien pour retrouver. Ça rejoint ce que me disait Monsieur Godelu à ce sujet-là. Chaque minute compte dans ce cas-là. C'était un petit peu l'électrochoc. Ça nous a donc incité à lancer notre démarche d'adressage. J'ai fait moi-même des recherches de savoir un petit peu ce qui se faisait à ce niveau-là, et c'est là que je suis tombé sur la base adresse et que j'ai commencé à faire notre première balle. Je vous cache pas, et pour vous là qui est à ce niveau-là du webinaire, il y a des choses qui sont pas forcément faciles d'appréhension parce que il y a un peu de jargon, il y a des outils, on parle de données normalisées ou autres. C'était mon cas au début, mais en fait l'outil que je vais vous présenter après, là je vous propose, vous pouvez d'ailleurs avancer à la slide d'après. L'outil que je vais vous présenter après, vous verrez, est assez simple d'utilisation. Et il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Chaque commune, quelle que soit sa taille, peut s'occuper de son adressage. Il y a beaucoup de questions sur les lotissements. Ce que je vous propose, c'est qu'enfin, je vous montre qu'est-ce qui s'est passé, nous, pour les
pour les lotissements. Concrètement, toutes les voies privées de lotissement, on a la nécessité de les adresser désormais, sauf si elles sont fermées par un portail. C'est ce qu'on considère d'après la loi, d'après le décret qui devrait arriver. Effectivement, il y a beaucoup de réticences. Les gens n'aiment pas changer d'adresse. Ils n'ont pas envie de changer d'adresse. C'est de la paperasse, c'est compliqué. Mais quand ils ont changé d'adresse, c'est les premiers à vous dire, alors une fois que tous les systèmes sont à jour et ça, on va y venir, qui sont hyper contents au simple énoncé de leur première ligne d'adresse que le livreur de chez Amazon, pour ne pas le citer, arrive devant le portail plutôt que d'arriver tout au bout de la rue et de devoir aller le chercher. Donc, ces réticences-là, en fait, elles s'estompent assez rapidement. Pour vous donner un cas concret, nous, on a commencé donc à faire un des lotissements, le fameux lotissement où les pompiers n'arrivaient pas à trouver. Et après, on s'est attelé à une voie privée hors lotissement, où il y avait donc 13 maisons, où elles étaient numérotées avec des lettres de A à L. Et on a fait ça comme exemple. On a envoyé donc 13 courriers, on a proposé des noms. On a en fait ensuite pris le nom de la voie privée qui était le plus revenu et on l'a délibéré en conseil. Ces gens-là, en fait, on n'a pas eu trop de réticence, mais ce qui s'est passé surtout, c'est que les voies privées qui sont proches de cette voie-là sont venues nous voir quelques mois après en nous disant mais pourquoi vous avez fait nos voisins là et nous, on n'a pas de nom de voie. Donc, ça nous a un petit peu conforté dans notre démarche en se disant, bah oui, en fait, au début, les gens ne veulent pas, mais par contre, une fois qu'ils ont vu l'avantage d'avoir un nom qualifié et avec un simple numéro, un nom de voie, une adresse très précise, ils sont très contents. Aujourd'hui, à l'ère du post-Covid, avec l'explosion du e-commerce, les gens se font énormément livrer de colis et c'est surtout sur la livraison des colis où, en fait, qui les motive énormément à avoir une adresse qualifiée. Donc, j'entendais certains qui disaient, oui, le numéro, peut-être que les gens vont pas le mettre devant leur habitation. J'ai envie de dire, c'est un peu leur problème. L'essentiel, c'est que sur une voie, il y a quand même une majorité de personnes qui les aient mis. Ça permet de préciser, de permettre de quand même retrouver les numéros. Si vous avez le 3 qui est apposé et le 7 qui est apposé, en principe, le 5 est au milieu, quoi. Donc, ça me paraît pas être un gros problème. Et en termes de légalité, dans tous les cas, sur du domaine privé, on ne va pas imposer les gens de mettre leur plaque de numéro. Je ne suis pas sûr que je suis complètement à la présentation, mais ce n'est pas très grave. On va avancer sur la slide d'après. C'est là où je vous parlais de l'outil en fait, Mes adresses. Ce que je vous propose, c'est que je l'ouvre après en fait, sur ma commune pour vous le montrer en concret. Mais en fait, cet outil, il est vraiment simple d'utilisation. Gratuit, ça c'est une évidence, c'est un service qui est à destination des communes. Et ce qui est important dans la notion de simple et gratuit, c'est que vous êtes certainement nombreux à être sollicités par des tiers pour faire l'adressage à votre place. Ne le faites pas, c'est simple, ne le faites pas, parce que en fait, honnêtement, il n'y a que vos services et ou vos élus selon la taille de votre commune qui ont une très bonne connaissance de votre commune. Il y a énormément de boîtes privées qui essayent de vous vendre des services d'adressage pour des montants qui sont souvent assez colossaux et ça n'a pas d'intérêt. Vaut mieux que vous preniez le temps de faire votre adressage. Je pense que personne ne va aller vous critiquer si vous mettez 1 an à faire votre adressage. Nous, ça a pris plus d'1 an parce qu'on essaie de le faire bien et sur le terrain. Mais je pense qu'il est important que ce soit fait par des gens qui connaissent le territoire, qui connaissent la commune, et pas des gens qui essayent simplement de vous vendre une prestation commerciale. On a le cas, nous, sur une des communes proches qui visiblement a acheté une prestation, et je peux vous dire que la qualité du travail qui a été fait est très inégale. Donc voilà, l'outil Mes adresses que je vous présenterai après, vous verrez, il est très très facile. Vous pouvez même vous découper le travail à plusieurs agents, chacun qui s'occupe de son quartier, ou plusieurs élus, chacun qui s'occupe d'un quartier dont il a la gestion, et ça permet d'avancer sur le sujet assez rapidement et avoir une très bonne qualité d'info. Je parlais tout à l'heure de l'acceptation du changement d'adresse. C'est un point clé pour moi. Aujourd'hui, on fait ça, on est au service du public, c'est du service public, l'adressage. Si on veut que l'adressage fonctionne bien, il faut également qu'on fasse tout ce qui est dans notre pouvoir pour faire en sorte que ce soit connu et réutilisé de partout. C'est pourquoi nous, quand on nomme quand on renomme notamment des voies privées, on sait que c'est beaucoup de tracas pour les gens.
et je vous invite à passer à la page suivante. On envoie une notification en fait du nommage de voirie à différents services qui sont le pôle topo, ça permet de mettre à jour le cadastre. Ça permet, on envoie également à l'opérateur au très haut débit, au service adressage, et à la poste ce qu'on appelle au SNA. Alors, c'est pas bien dans le principe du dites-le nous une fois, je suis tout à fait d'accord, sauf qu'il y a un moment, il faut qu'on soit pragmatique. Et on met également à jour les différents services de carte, alors avec les communautés d'utilisateurs de Waze, de Google Maps ou OpenStreetMaps, c'est des outils qui sont très faciles à utiliser. Il y en a 2-3 autres aussi également qu'on peut mettre à jour. Il y avait Here qui était présenté notamment par la DINU au début dans les partenaires. Le dites-le nous une fois, c'est bien, c'est un bon principe. Quand ça marchera, ce sera très bien. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais d'ici là, en fait, nos usagers, nos administrés, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui marche tout de suite. Et c'est pourquoi, si on veut une bonne acceptation des changements d'adresse, notamment des voies privées, il faut un petit peu faire une démarche un peu plus avec des mises à jour et des envois de notifications de mise à jour à différents services. Dans le cadre de la fibre, une adresse non qualifiée, non précise, c'est facile, la maison n'est pas éligible. Donc, les gens sont aussi très motivés d'avoir une adresse précise et qualifiée pour avoir accès à la fibre. C'est pas de l'instantané. Quand vous envoyez une notif au cadastre, ça va prendre parfois 1 mois pour être mise à jour. À la poste, c'est pareil, c'est de l'ordre du mois. L'opérateur très haut débit, on est en contact avec eux, mais c'est pareil, c'est de l'ordre de 3-4 semaines. Les solutions de GPS, Waze, tout à l'heure, expliquait, donc en 48 heures, c'est pris en compte. Google Maps, également, ça prend un peu plus de temps que ça. OpenStreetMaps, c'est quasiment instantané. L'essentiel, en fait, si vous voulez, c'est que pour les gens, il faut qu'en fait, quand vous leur changez leur adresse, derrière, ils puissent donner leur adresse à leur service de commande de vêtements en ligne ou de je sais pas quoi, et que cette adresse soit reconnue et qu'elle fonctionne. C'est pourquoi, voilà, ça, pour moi, c'est un maillon essentiel de l'adressage, faire en sorte qu'il y ait une bonne acceptation du public et donc, en fait, qu'on envoie les notifications à tous les différents services. Pour ça, on a également, vous pouvez passer à la page suivante, on a également mis en place une page dédiée à l'adressage. Je commencerai par ça après quand je reprendrai la main sur l'écran, où on fait un récapitulatif en fait des différentes voies nommées. C'est bête, mais en fait, comme nos sites internet de communes sont indexés dans les moteurs de recherche classiques, si une personne en fait cherche un nouveau nom de voie qu'elle n'a jamais entendu parler avec le nom de notre commune, elle va tomber sur notre page d'adressage et elle aura un lien vers la BAN avec la position de cette voie. Elle saura exactement où est cette voie dont elle n'avait jamais entendu parler. On a aussi eu des sujets sur les lieux-dits. On a eu pour principe en fait de conserver les noms des lotissements en lieux-dits, sur notamment les vieux lotissements des années 80 qui avaient été créés. Et donc, quand vous avez des renommages, vous verrez dans notre outil Mes adresses que le lieu-dit, on le conserve, et c'est une information qui est conservée dans la balle et qui reste précieuse, notamment pour arriver à localiser des nouveaux noms. Je vous montrerai l'exemple d'un lotissement qui s'appelle le lotissement Plein Sud, et où en fait le syndic de copro a décidé sur les arêtes, en fait, il y a une allée principale qui garde le nom du lotissement, mais surtout toutes les petites arêtes, ils ont décidé des noms de fleurs pour les noms des allées. Et donc, en fait, par exemple, des anciens habitants qui connaissaient très bien ce lotissement, si vous leur dites allée des coquelicots, ils vont jamais comprendre que c'est Plein Sud. Donc, c'est important pour ça de garder la notion de lieu-dit et de la rattacher à l'adresse. On a également, au niveau de notre EPCI, qui est Vienne Condroy Agglomération, pris conscience de ce problème-là. C'est la première vice-présidente, notamment, qui a été sollicitée par une entreprise, La Poste, pour pas la citer, qui est arrivée avec un devis assez phénoménal pour faire réaliser l'adressage sur sa commune. Et donc, on a échangé en bureau des maires tous ensemble sur le fait qu'il fallait qu'on se saisisse du sujet, sachant que ma commune, nous avions déjà pas mal avancé. J'ai proposé une formation aux autres communes et on a fait 3 sessions de formation. Le résultat est sympathique. Sur 30 communes, il y en a déjà 19 qui ont commencé leurs travaux d'adressage et il y en a une dizaine qui l'a fini complètement, les travaux d'adressage. Donc, en gros, vous avez 10 communes sur Vienne Condroy Agglomération où toutes les adresses sont qualifiées ou certifiées. Enfin, quand je dis toutes, quand on est à plus de 90-95%, je considère qu'on a quasiment fini. C'est que vous tombez sur parfois des petits points durs qui mettent
plusieurs mois, voire plus de temps que ça à résoudre. Je vais peut-être passer sur l'outil mes adresses directement. Oui, je vous redonne la Marie. main. Ouais, ce sera plus simple. Je dis souvent qu'un C'est tout bon. bon exemple, c'est une image vaut 1000 mots. Alors, normalement, vous avez le droit de Ouais, ça arrive. partage, Ça c'est tout. doit arriver. Je vais peut-être le réduire un peu. Je ne sais pas si ça a bien chargé. Encore une fois, je vous mettrai le lien en fin de webinaire pour l'outil Mes adresses. Je reviens sur le site classique, donc adresse.data.gouv.fr, qui est un peu notre site de référence. Des personnes demandaient comment savoir si l'adressage a été commencé, notamment s'ils ont fait appel à un prestataire externe. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, aller sur adresse.data.gouv.fr, vous rentrez le nom de votre commune. Et là, en fait, vous allez voir, ça, c'est les données donc publiques, ça, c'est accessible à tout le monde. Et là, vous voyez en fait que j'ai aujourd'hui 1007 sur 1012 adresses qui sont certifiées. J'ai donc 99 voies répertoriées, etc. Donc là, vous voyez que la démarche d'adressage a été commencée sur la commune. Une commune où zéro, je vais pas taper de nom de commune qui n'a pas démarré son adressage, c'est pas bien. Mais vous voyez également en fait quand vous baladez sur la carte, en fait tous les points verts sont des adresses qui sont certifiées et qualifiées. Donc ça, c'est une donnée publique. Vous avez la vue en mode satellite qui permet notamment de voir les nouveaux lotissements qui sortent de terre quand ils sont assez récents. Vous n'allez pas avoir sur la carte parfois vectorielle. Donc ça, c'est les données qui vous permettent de vérifier l'état de votre commune. Si vous n'avez pas démarré votre démarche d'adressage, si vous ne l'avez pas confié à un tiers, vous allez vous retrouver sur une carte qui a en fait les données fournies par différents tiers. On va aller par exemple sur la commune voisine du dessous. Vous voyez, tout est en gris, en orange, pardon. Et en fait, en orange, ça veut dire que donc, les données sont non certifiées. Et en fait, si je regarde, en fait, je peux changer dans la légende la source. Et vous allez voir en fait dans la source des données que vous avez en fait tous ces différents services en fait qui ont pu fournir de l'adressage. Donc là, par exemple, vous voyez tous ces points-là, c'est l'IGN qui a fourni ces points d'adresse. Vous avez ici ces points qui sont en vert, en fait, qui ont été fournis par l'opérateur très haut débit sur la commune. Donc là, il y a beaucoup de boulot sur cette commune à faire. Donc ça, c'était pour que vous voyez comment ça se fait. Ensuite, sur l'outil Mes adresses, donc je vais directement aller. Là, en fait, je me suis donc pour aller sur cette partie-là, j'ai fait contribuer. Je suis allé sur contribuer, je suis allé sur gérer mes adresses. Sur gérer mes adresses, ensuite, j'ai fait créer votre base locale. Là, ça me demande en fait le nom de ma commune. Il y a une petite case qui est cochée par défaut que je vous invite à laisser fortement cocher, qui est importer les voies et numéros qui sont existants. Ça vous évite de démarrer avec une page complètement blanche. Ça permet d'importer justement toutes les données que vous avez vues précédemment qui ont été fournies par l'opérateur très haut débit, par le cadastre ou l'IGN. Alors, il y a des erreurs. Honnêtement, sur ma commune, j'ai dû corriger la quasi-totalité des positions et parfois même des sens de numéros, parce que l'opérateur très haut débit nous avait inversé les sens de numéros sur des voies. Mais ça permet quand même de ne pas partir avec une base à 0 et de n'oublier personne. Donc, laissez-le cocher. Je ne vais pas aller ensuite sur la partie après parce que je vais être bloqué après, mais en gros, ça va vous demander soit de recevoir un code par mail à l'adresse mail de la mairie, celle qui est renseignée sur servicepublic.fr sur l'annuaire des services publics, soit en fait de vous authentifier avec un compte France Connect. Dans ce cas-là, ça marche notamment si vous êtes élu, vu que tous les élus sont référencés sur France Connect avec des droits particuliers qui fonctionnent sur cet outil. Vous arrivez ensuite à cette page-là, mes adresses.data.gouv.fr. Et en fait, sur cette adresse, sur ce site-là, vous voyez en fait la vue de ma commune telle qu'elle est aujourd'hui avec un adressage qui est très avancé, qui est fini en fait, qui est fini. Alors fini, ça me permet de vous montrer un exemple concret. On a donc, en fait, on est une commune qui est de 2000 habitants, donc on avait déjà un adressage
qui avait été réalisé avec toutes les voies publiques. Et là, depuis qu'on a pris conscience de la problématique de l'adressage, on a commencé à adresser toutes les voies privées. Il y a beaucoup de questions sur les lotissements. Je vais donc en prendre un en exemple. Ici, vous avez un lotissement des années 80 qui s'appelle le lotissement Plein Sud. On a créé un toponyme, un lieu-dit qui s'appelle Plein Sud pour ce lotissement-là. Et ce lotissement-là, auparavant, en fait, il était adressé sur cette voie-là, qui est Grande Rue, au numéro 511. Alors, je vais prendre Grande Rue. Hop. Le 511, il existe toujours. Je l'ai conservé ici. Je l'ai conservé de type segment, parce que vous avez les positions, vous pouvez associer plusieurs types de positions. Donc, j'ai gardé un 511 qui est un segment en fait, sur ce lotissement-là, histoire que le 511 ne disparaisse pas, parce qu'en fait, ça va prendre du temps pour que tout le monde change ses adresses et fasse ses mises à jour, parfois plusieurs années. Mais par contre, le syndic de copro a délibéré, c'est en AG, et ces 27 lots en fait, ont décidé en fait, de nommer chacune de leurs voies. Donc, quand on dit chacune de leurs voies, l'adressage, il faut toujours qu'il y ait une continuité. Donc ici, vous aviez un axe principal et vous avez ensuite ce que j'appelle des arêtes de poissons sur le côté ici. Et donc, ils ont décidé un nom ici pour cette arête principale qui est un passe Plein Sud. Et on est passé tout en numérotation métrique. La commune avait délibéré sur le type de numérotation qu'on utilise. Et en milieu rural, on est nombreux à avoir décidé d'utiliser la numérotation métrique, qui notamment permet une meilleure extrapolation pour les GPS quand les informations de numéros ne sont pas indiquées. Et ensuite, ils ont nommé ici, vous avez ici, je crois que c'est l'allée des roses, vous avez ensuite l'allée des roses, voilà, l'allée des coquelicots et l'allée des iris. Vous voyez ici que sur une position, je vais prendre un numéro en particulier. Sur un numéro en particulier, en fait, vous indiquez la position de l'entrée et on va dire c'est la seule qui est indispensable. La position de l'entrée, c'est la base, c'est la référence. Mettre où est l'entrée de l'habitation. C'est notamment très utile pour les secours. Ensuite, vous avez d'autres positions qui sont facultatives, mais typiquement en milieu rural, nous, on a conseillé aux 30 communes, on a notamment 26 communes qui sont vraiment rurales, comme la mienne, on indique la position du bâtiment, parce que même si là, il est évident que l'entrée étant là, avec la cour ici, le bâtiment est là, sur des endroits où les voies sont un peu plus longues, et parfois elles sont enchevêtrées, les maisons sont enchevêtrées suite à plusieurs divisions parcellaires, il est parfois pas évident de savoir où est la position du bâtiment. Et ça, notamment, c'est l'opérateur très haut débit qui est très content de savoir où est le bâtiment par rapport à l'entrée pour le cheminant de la fibre. Vous indiquez également le cadastre, la parcelle cadastrale. Et ça, c'est le pôle topo, la DGFiP, qui va être très content pour mettre à jour ces bases de données. Et en fait, vous voyez ici, vous pouvez afficher la partie du cadastre. Et en fait, vous pouvez sélectionner quelle parcelle cadastrale est associée à ce numéro-là. Vous avez un champ commentaire ici qui n'est pas transmis dans les informations publiques. Nous, on s'en sert notamment dans le cadre de renommage de voies privées pour savoir comment s'appelait en fait avant ce numéro-là. C'est une information qu'on garde purement pour nous pour l'instant. Il est fort à parier que dans quelques années, cette information-là, en fait, on l'aura un peu tout oublié parce qu'elle ne nous sert plus à grand-chose. Ça, c'était le lot numéro 21. Pour exemple, ici, donc avant, on était au 511 Grande Rue et vous aviez en fait lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça remontait ensuite comme ça dans l'autre sens. Et ensuite, vous aviez les numéros de 20 à 27 qui étaient là-bas au fond. Vous vous retrouviez avec le lot 9 qui était à côté du lot 24, par exemple. Donc ça, pour les pompiers, c'est juste le rat. Voilà. Et même pour je dis les pompiers parce que voilà, on pense au service de secours, mais pour les livreurs également. Et les livreurs, en fait, ils finissent toujours par vous trouver ou pas. Parfois, ça agace pas mal les voisins qui sont au tout début de voie, qui sont toujours sollicités pour savoir où est le lot numéro X. Donc, pour une bonne entente entre voisins, l'adressage, c'est aussi pas mal. Ça évite que si vous commandez beaucoup de colis, à chaque fois, votre voisine qui est au tout début de la rue serve d'orientateur, de livreur. Voilà. Donc là, c'est un bon exemple de lotissement privé ancien qui a été renommé.
je vais passer sur… là, vous avez un exemple de lotissement futur qui est en permis d'aménager, enfin permis de construire, pardon, un permis de construire qui a été déposé. Et dans ce cas-là, en fait, vous avez également la possibilité de tout de suite aller avec le promoteur ou avec les constructeurs, proposer un nom et le délibérer en conseil et le faire en fait et de numéroter les lots futurs de telle sorte en fait que le constructeur puisse directement associer la bonne adresse pour tout ce qui est création de réseau. Ça a un impact notamment pour Orange, pour Enedis, pour tous ces réseaux-là. Et ça évite en fait que, notamment dans le cadre de l'éligibilité de la fibre, ça prenne plus de temps. Et ça évite aussi de traîner des informations incorrectes pour tous les travaux. Donc voilà sur cette partie-là. Je vais vous montrer également, donc là voilà, sur ces lotissements-là, donc je vous en ai montré un qui est fait. Je vous en ai montré un qui va arriver en urbain, donc on a juste le permis de construire. Ça me permet de réinsister sur le fait effectivement qu'une personne disait tout à l'heure que l'adresse est une donnée vivante, c'est une donnée à mettre à jour régulièrement. Effectivement, au fur et à mesure que vous accordez des autorisations d'urbanisme, il faut aller créer le numéro, l'associer et l'attribuer. Nous, on le fait du moment que l'arrêté d'Urba est signé, on attribue tout de suite un numéro et ça permet en fait au service instructeur de même l'indiquer sur l'arrêté afin que le pétitionnaire il ait tout de suite sa nouvelle adresse qualifiée suite à sa construction. On subit, nous, une forte pression foncière vu notre proximité à Lyon et en fait, vous avez en fait des rues comme ceci en fait où les gens en fait qui avaient des grands jardins se sont tous mis à diviser et donc au fur et à mesure voilà où ici vous aviez le 363 qui a divisé son jardin et voilà on a attribué le 347 pour la maison qui s'est construite juste derrière quoi. Voilà. Ensuite vous montrer un petit peu alors je vous montre aussi des choses qui sont des pratiques que j'ai qui sont suite à beaucoup d'échanges qu'on a que j'ai pu avoir avec la DGFiP sur certaines pratiques, par exemple le fait d'associer les parcelles cadastrales. J'ai également échangé lors des webinaires de la NCT qui sont super bien faits. D'ailleurs, je vous invite, ils vont être maintenant plus fréquents visiblement toutes les semaines. Les tout premiers webinaires, pour moi, étaient très enrichissants. Ça m'a permis de beaucoup échanger sur les bonnes pratiques. Vous voyez, par exemple, l'information que je vous disais qu'il faut à tout prix mettre le point entrée, c'était pas forcément évident pour moi au début de devoir mettre chaque adresse le point entrée. Je vous montre maintenant un exemple d'une voie privée où le syndic ils sont pas en syndic, mais bon, les 5 propriétaires en fait nous ont fait un courrier en fait il y a quelques semaines. On a un prochain conseil municipal lundi et en fait ce lotissement qui s'appelle le lotissement Les Rives de la Cévennes, il est au 1056 de la route de Levaux, qui est ici. Et aujourd'hui, les lots sont numérotés lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5. Alors, c'est pas très compliqué, parce qu'ils sont quand même sur une petite impasse, il n'y a pas grand-chose. Mais ces personnes-là, en fait, ont souhaité quand même se dire, voilà, il y a une obligation d'adressage. Ils ont vu notre article qu'on a fait dans le bulletin communal. Ils ont vu l'article qu'on a fait sur notre site internet. Et ils se disent, tant qu'à faire, plutôt qu'à chaque fois, les livreurs n'arrivent pas au bon endroit, parce qu'il faut vous dire que sur une longue voie comme ça, route de Levaux, la plupart des GPS, avant qu'on intervienne dessus, le 1056, ils étaient incapables de le positionner correctement. Et donc, souvent, en fait, les livreurs arrivaient sur cet espace-là. Donc là, ils se disent, tant qu'à faire, autant avoir une belle adresse qualifiée. Et donc, ils nous ont proposé, en fait, de nommer leur impasse. Ici, impasse des Rives de la Cévennes. Il n'y a pas besoin d'être très original. Et après, derrière, j'ai commencé à attribuer des numéros. 20, 30, 36 côté pair et 23, 29 côté impair, donc en numérotation métrique. Ces numéros, aujourd'hui, je ne les ai pas certifiés parce que j'attends en fait ma délibération de conseil municipal de lundi soir. Et après, en fait, aujourd'hui, vous commencez votre travail et vous dire, voilà, ce lot-là, je vais le créer, je vais lui attribuer le numéro 20. Vous simplement enregistrer sans en fait aller le certifier. Et en fait, à la suite de la délibération du prochain conseil et l'envoi de la délibération au contrôle de légalité, donc ça prend quelques jours, et je pourrais ici venir de nouveau sur ce numéro-là et à la place faire certifier et enregistrer.
concrètement, pour créer ces numéros, je vais utiliser ceci pour vous montrer à quel point l'outil est simple. Je vais aller, en fait, je vais faire comme si je le recréais, c'est pas grave, j'effacerai après. Alors, vous voyez, en fait, moi, comme je suis authentifié, là, en fait, je viens de faire une modification, même si j'ai pas fait grand-chose. La modification a été détectée, elle va être transmise à la base adresse nationale très prochainement. Donc, vous voyez que l'outil est très réactif et transmet de suite vos informations. On va faire quelque chose de fictif. Et dans tous les cas, c'est pas grave, je le supprimerai après parce que c'est aussi le principe de cet outil. Cet outil est simple pour modifier si jamais on s'est trompé ou on a fait des erreurs. Mettons que je veux y adresser une maison qui est ici. Enfin non, je vais peut-être plutôt prendre une maison qui est ici parce que j'ai besoin d'être le long de la voie. Il me suffit en fait d'aller sélectionner ma voie. Donc, je reprends dans ma liste des voies. Soit je la sélectionne sur la carte, soit je vais la chercher dans la liste de mes voies. Je prends impasse des rives de la Cévennes. Là, ça me l'ouvre et je peux simplement, mettons qu'on va dire que voilà, ce lot-là a divisé un bout et a créé une maison ici. Je peux simplement faire ajouter un numéro. Là, ça me met une petite épingle ici avec un numéro. Et vous voyez en fait que, étant donné que j'avais tracé la voie au préalable, en fait, et que je lui ai dit que c'était une voie qu'on était en numérotation métrique, et ben, il va me proposer un nombre de mètres depuis le début de la voie automatiquement. Donc en fait, j'arrive ici, je vais volontairement me mettre ici, voilà, il me propose le 6. Alors, c'est pas bon parce que je suis côté impair, donc après, il me recommande le 6, mais c'est à moi de décider si ça va être le 5, le 7 ou autre chose, de telle sorte à pouvoir, par exemple, anticiper et se dire que, en fait, ce numéro-là, je préfère le décaler, non pas de 1, mais de 3 ou de 4 ou 5 numéros, de telle sorte à anticiper le fait que, par exemple, il y a un grand jardin et que je vais avoir besoin d'intercaler derrière une future construction suite à une division parcellaire. Là, ensuite, ce 6, mettons que je l'ai positionné ici, que l'entrée était ici. Je peux également positionner la position du bâtiment. Mettons que, voilà, ce bâtiment-là. Et admettons que, par exemple, je sois dans un lotissement et que le groupement de boîtes aux lettres n'est pas du tout au niveau de l'entrée et pas du tout à proximité de cette entrée. Je peux, par exemple, ajouter une position de délivrance postale pour dire qu'en fait, le groupe de boîtes aux lettres, eh bien, en fait, on va dire qu'il est ici. Voilà. Une fois que j'ai fait toutes ces choses-là, je suis sûr que je suis content de moi. J'ai simplement à faire enregistrer. Pardon. Et avant, je peux afficher le cadastre et associer avec la parcelle cadastrale. Donc, j'affiche le cadastre et j'associe les parcelles cadastrales. Le bon principe d'utilisation que m'a donné la DGFiP, c'est d'associer que les parcelles qui ont du bâti. Parce que c'est ce qui est essentiel, eux, pour la partie fiscale. Le cadastre sert principalement à ça. Et donc, en fait, typiquement, mettons que la personne a une bande d'alignement devant sa maison et du bâti derrière, et ben, on va associer que la parcelle avec du bâti dessus. Et une fois que j'ai fait tout ceci, et ben, je fais certifier enregistrer. Non, pardon, je n'ai pas donné le numéro. On m'a suggéré le 6. Ben, je vais dire que finalement, c'est le 5. Et je certifie et j'enregistre. Alors, ce 5 est complètement faux. Je me suis trompé. C'est pas grave. Ici, donc, vous voyez, je l'ai certifié. C'est une adresse qui est certifiée, qui a 3 positions d'associés. J'ai oublié d'associer le lieu-dit. Ici, on est dans le lieu-dit Les Rives de la Cévennes. Regardez, bon outil. Je peux éditer. Et ici, dans la liste des toponymes, je vais dire que je suis dans le lieu-dit Les Rives de la Cévennes, qui est ici. Et là, je corrige. Je réenregistre. Finalement, en fait, ceci, ça n'a pas encore été délibéré. Je ne veux pas que ça apparaisse comme certifié ou je ne suis pas sûr. Je peux faire ne plus certifier enregistrer. Il est toujours là, mais il n'est plus certifié. Et puis finalement, je me dis, non, en fait, le 5, il n'existe pas. Je me suis complètement trompé, ce qui est le cas. Et ben, je peux cliquer dessus et je peux le supprimer. Donc là, derrière, la mise à jour, en fait, ici, tout ce que vous voyez n'a pas encore été transmis. Hein. La mise à jour est seulement programmée pour les prochaines heures. Le public ne verra pas que j'ai créé un faux 5 dessus. J'ai pas mal parlé, mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Je ne sais pas si, Marie, vous voulez qu'on Oui. rende un peu ça peut-être un peu plus dynamique. Alors d'abord, merci beaucoup pour la présentation de l'outil et puis pour la présentation de l'adressage de la commune de Chuzel. Il y a pas mal de questions, mais qui sont pour lesquelles il y a eu une réponse majoritairement par Sophie Clairet, Yann Rose ou
je suis en train de regarder justement. On avait une question notamment liée à la certification des adresses. Qui peut certifier les adresses et numéros? Alors c'est vous, c'est la commune hein, qui C'est la est au commune. centre de la certification. Vous aurez alors ici, Monsieur Hiverna a déjà certifié ces adresses, mais vous, en tant que commune qui n'avez pas forcément d'adresse certifiée, il y aura un petit bouton en haut à droite en fait qui correspondra à un bouton pour certifier. On vous demandera une adresse mail et donc une fois que vos adresses, bien sûr, qui sont vérifiées, vous voulez les certifier, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur ce petit bouton. Si je ne me trompe pas, hein, Du moment que vous êtes corrigez-moi. authentifié, en fait, vous pourrez certifier Voilà. vos adresses. Donc, c'est quand vous avez créé votre base d'adresse, que vous avez enchaîné votre commune, c'est la page d'après, en fait, qui vous demande, en fait, de vous authentifier. Et une fois que vous êtes authentifié, eh ben, vous avez accès à cette interface-là qui vous permet de certifier. Exactement. Je vais remonter un petit peu plus haut pour récupérer certaines questions. Ah oui, alors il y a la question aussi des coordonnées GPS. Je prends un petit peu au hasard, mais vous pouvez avoir accès aux coordonnées GPS de vos adresses. C'est dans l'outil Mes adresses aussi. Donc, elles sont calculées automatiquement, en fait, ces coordonnées. À partir du moment où vous créez un point, vous pouvez avoir accès aux coordonnées GPS. Il y a un petit lien juste en dessous de votre information de numérotage. Et il y a un Et donc, outil qui est assez pratique qui permet en fait de télécharger toute sa base d'adresse au format CSV, donc pour pouvoir la travailler dans Excel. Et ça notamment, ça nous a permis de mettre en lumière parfois des erreurs d'adossage à corriger. Donc ça vous permet d'avoir une vue synthétique en fait de toutes vos adresses dans un tableau Excel et vous avez les coordonnées GPS dessus. tout à fait. Je vois que Betty Vigoureux a levé la main. Je vais lui permettre de parler. Ce sera plus interactif. Allez-y, vous avez normalement l'autorisation d'activer votre micro. Si vous préférez parler par le chat, Oui. c'est possible aussi. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Oui, tout à fait. Alors voilà, je voulais juste signaler qu'en fait, pour les communes qui n'ont pas rentré les lieux-dits, il faut le faire en amont parce qu'autrement, quand on renseigne les adresses, la case toponyme est vide. Donc, Oui, il tout à fait. vaut En fait, mieux vous avez ici la liste des toponymes. Ouais. Ah ouais. créer la liste des toponymes en amont. Sinon, quand on renseigne la liste des voies, la case toponyme est vide et il faut faire le travail 2 fois. En fait, c'est-à-dire que, en fait, ici, là, la liste des toponymes qui est ici présente, c'est une liste qui a effectivement été créée au préalable. Donc, en fait, là, vous voyez, en fait, vous avez soit aucun toponyme, soit tous les toponymes qui sont présents. Et en fait, tous ces toponymes-là, en fait, ils ont été au préalable, en fait, dans la première page de l'interface, dans liste des toponymes, ils ont été ici ajoutés. Vous en avez certains qui vont être importés, qui sont notamment, je pense, hérités de la DGFiP de Fantoire, qui sont présents. Et les autres, il va falloir que vous les créez vous-même, notamment les lotissements, je les ai créés en tant que les vieux lotissements, en fait, donc du coup, ont une notion en fait de lieu-dit, en fait, parce que les gens les connaissent et les ont en tête. Je les ai rajoutés en tant que toponyme. Ça me permet également de vous montrer que les voies qui n'ont pas de numéro, là je prends par exemple un chemin rural qui s'appelle chemin du bois communal, doivent également être créés en tant que toponyme, vu que si vous créez en fait une voie sans lui associer de numéro, il ne sera pas transmis à la balle. Donc ça c'est plus pour en fait, alors moi aujourd'hui je le fais parce que ça me permet d'avoir une carte complète. Je pense pas qu'il y ait un usage aujourd'hui qui soit utilisé, mais on peut se douter que cette donnée va peut-être être exploitée différemment. Alors oui, Notamment, c'est des voies qui sont ouvertes au public, donc potentiellement une personne peut très bien appeler les services du secours pour dire qu'ils se sont blessés sur le chemin du bois communal. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir sur les voies sans adresse? Bien sûr, j'ai vu que vous leviez Ouais, la main. elles sont bien renseignées dans la loi 3DS puisque c'est toutes les voies qui doivent remonter. Alors, comment vous faites dans ce cas-là? Eh ben, les noms de voies que vous allez remonter et qui n'ont pas de nom de locaux, vous les placez dans la liste des toponymes. Alors, pour vous, de votre côté, dans mes adresses, ça va être fouillis parce que vous vous dites, je vais avoir à la fois des noms de lieux-dits et puis des noms de voies sans adresse. Mais l'export va être différent dans la banne. C'est-à-dire que
les noms de lieux-dits qui sont associés à des numéros et des noms de voies vont être exportés dans un champ qui s'appelle lieu-dit complément voie. Et les voies que vous allez rajouter qui n'auront pas d'adresse, je dis n'importe quoi, chemin de la plage, etc. Et c'est comme ça des voies qui traversent mais qui n'ont pas de point d'entrée vers un local. Et bien celles-là, elles vont être exportées dans un champ spécial. Tout en bas de votre fichier, il y aura écrit en numéro 99 999 et le nom de la voie. Et ces voies, normalement, vont être récupérées derrière par l'IGN, qui va les récupérer en comprenant que tout cela, ce sont des voies sans adresse et qu'elle doit quand même les traiter et les positionner dans son référentiel qui est celui des voies, de l'ensemble des voies. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais vous en faites pas, on l'a rajouté dans la documentation, les voies sans adresse, vous les mettez dans la liste toponyme, voilà. Petite intervention de Nicolas Godelu, je crois. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui. Par rapport à ça, donc effectivement, vous en parlez bien de l'IGN. Tout à l'heure, il y avait une question sur le sens, si vous changez le sens de circulation d'une voie. Donc, certes, vous pouvez faire vos remontées sur Waze, Google Maps et autres, etc. Après, il faut savoir que vous avez, un peu comme la BAN, vous avez une base de données nationale pour ça. Et vous pouvez faire remonter à l'IGN aussi le fait que vous faites des changements de sens de voie. Donc, ce qu'on a vu, c'est que pour créer les voies et les adresses, tout ça, vous avez mes adresses et c'est un outil parfait pour ça. Par contre, si vous voulez faire remonter d'autres informations, vous avez aussi un site qui s'appelle l'espace collaboratif. Vous tapez espace collaboratif IGN et ça vous permet de faire des remontées à l'IGN sur des modifications que vous avez dans vos communes. Le sens d'une voie, par exemple, ça en fait partie. Et il faut savoir que ces données-là, c'est aussi des données importantes parce qu'on utilise aussi beaucoup ces données-là au sein du SDIS. Donc, c'est important à bien utiliser ça. Voilà. Merci pour les différentes interventions. Sachant que l'IGN, si je ne dis pas de bêtises, est censé, dans les prochains mois, importer ces informations de la BAN. Ça devrait limiter le nombre de signalements qu'on a à faire sur l'espace collaboratif de l'IGN. Exactement. J'ai une question. Alors, merci beaucoup. Donc, l'outil Mes adresses est effectivement très pratique. J'ai 2 soucis avec. Il marche mal sur mobile. Et quand je certifie plusieurs numéros d'affilée, celui qui est stocké au final n'est pas celui sélectionné, mais celui d'un numéro précédemment certifié. Ces problèmes sont-ils connus? Alors, je m'adresse plutôt à Sophie Clairet, peut-être, qui a l'info. Non, on n'a pas du tout de signalement là-dessus. D'accord. Ce qu'on sait, c'est que ça dépend des navigateurs. C'est-à-dire que selon le navigateur que vous utilisez, ça peut valoir le coup de nous mettre un ticket. Vous nous envoyez un mail sur adresse@data.gouv.fr et en précisant quel navigateur vous utilisez. Et comme ça, on fait remonter à Théophile en lui précisant. Mais il peut y avoir des latences à un moment donné et autant savoir si ça vient d'une compatibilité avec un navigateur ou s'il y a eu un problème spécifique. Mais merci beaucoup pour toutes ces remontées sont importantes. Sont très utiles, oui. Je rajoute que effectivement sur mobile, c'est pas un outil qui est pratique. Et on a certaines communes qui ont fait le choix en fait de prendre notamment un stagiaire pour faire l'adressage qui se balade en vélo sur la commune. Et c'est dans les nouveautés, ça pourrait être sympa si un jour on avait une sorte de web app qui permet notamment quand vous avez quelqu'un sur le terrain à pouvoir travailler sur l'adressage sur un écran plus petit avec une vue vraiment adaptée à de la certification sur le terrain en fait. Mais bon, ça, c'est dans les nouveautés qui peuvent être ajoutées plus tard. Ah ouais, c'est une super idée. On peut mettre un ticket sur GitHub d'ailleurs, pas de problème. On prend encore quelques questions. J'ai la mairie de Chiran. Alors, désolée si je prononce mal, je vais vous permettre de parler. Normalement, votre micro est activé, en tout cas, voilà. Est-ce que vous nous entendez? Oui, tout à fait. Bon, bonjour, Gilbert Dos Santos, l'ancien maire. Au niveau des voiries, des dénominations pour les répertorier, moi j'avais fait ça en 2005 pour donc les routes départementales, les voiries communales, les chemins ruraux uniquement. Et quid des chemins d'exploitation? Est-ce que des voies utilisées uniquement par les exploitants agricoles, par exemple, doivent être portées ou pas?
Normalement, la typologie des voies, c'est les voies carrossables. D'accord. Donc, vous, il n'y a pas au niveau de la législation, si elles sont carrossables, qu'elles soient donc propriété de la commune comme les chemins ruraux, voirie communale. Si c'est carrossable, il faut les mettre quelque part. Même s'il n'y a Voilà. pas Et par d'habitation. contre, quand on arrive dans les sentiers, voilà, alors je sais qu'il y a des acteurs qui poussent, hein. Par exemple, on a des personnes du même groupe, hein, de la ITF. Oui. Ils ne sont pas d'accord entre eux que ça, pour moi, ça va D'accord. avancer, mais qui Alors, aimeraient bien qu'il y ait les sentiers, par exemple, qu'on descende au niveau de base, ben, que tout les, remonte. les sentiers, par exemple, sur tous les chemins ruraux, nous avons fait je sais pas, ça fait partie du schéma départemental des sentiers de randonnée, etc. Le PDIPR pour l'Isère. Mais c'est uniquement sur les chemins ruraux, propriété privée de la commune, nous avons fait ça. Donc, est-ce que ça aussi, il pourrait être porté, même s'il n'y a pas d'habitation? Ah oui, bah alors il faut remonter l'ensemble des voies D'accord, de la commune, y compris alors, les voies publiques, privées ouvertes à la circulation et les lieux-dits. C'est ça que dit la loi. Mais d'accord. après, Même quand on s'il y cherche, a, pardon, madame, même s'il n'y a pas d'habitation. même s'il n'y a pas d'habitation, c'est pour ça que juste avant, je disais D'accord, celles-là de voies, vous les mettez dans la liste des toponymes. d'accord. Il y a un petit pointeur qui s'ouvre, eh ben, vous le placez sur la voie. C'est plus facile Ah, derrière d'avoir un point GPS un peu au centre pour d'accord. les géomètres qui vont aller sur le terrain et à la recherche de cette voie. Mais par contre, le degré de finesse, moi, je n'ai pas entendu dire que les voies, des chemins les chemins forestiers et tout ce genre de choses, moi, je n'ai pas vu remonter là-dessus. D'accord. J'en profite rapidement, deux petites questions. Il y en a une que j'ai notée au vol, panneaux obligatoires, les panneaux des lieux-dits. Est-ce qu'il faut qu'il y ait une indication, comme les hameaux, par exemple, à Chirin, il y a le hameau de Clermont qui est célèbre pour la famille Clermont-Tonnerre. Est-ce que ça doit être porté quelque part? Il faut qu'il y ait des panneaux de lieux-dits ou de hameaux? C'est ce En que j'ai fait, les compris. panneaux, ils ne dépendent pas de nous, entre guillemets. Je D'accord. file la patate chaude à quelqu'un d'autre. C'est pas sympa. C'est la loi sur le code de la route. Ah, C'est pas d'accord. la loi 3DS, là. Donc, j'ai cherché ce matin parce on avait des questions par ailleurs. Et en fait, il faut aller regarder ce que dit le code de la route parce que c'est le pouvoir de police du maire qui est engagé là D'accord. dans cette histoire D'accord. de panneaux. Ok. Et moi, il me semble que Ouais. c'est les agglos, mais les lieux-dits, j'ai rien vu Ils dessus. sont, Vous avez un lieu-dit ils au sont milieu de la obligatoires en forêt. aglo, ouais. Ouais. Hein Ok. Pour les entrées-sorties d'agglo, c'est obligatoire, mais Oui. un panneau de lieu-dit ou de hameau qui ne fait pas une entrée d'agglomération, sortie d'agglomération, j'ai envie de dire, c'est un peu de la décoration, quoi. C'est pratique, mais je pense pas que ce soit obligatoire. Ok, mais j'ai bien noté que c'était lié au code de la route, il n'y avait pas de problème de protection. Ouais. Et dernière question, c'est promis juré, au niveau du décret d'application, vous êtes en cours, j'ai noté ça, puis il y a un délai de parution, enfin 1er mars 2023, donc Chirin, c'est 2500 habitants, ça veut dire que quoi, il faudrait que cette balle soit faite à quelle date? Au 1er Ben, mars? si on en croit au pied de la lettre ce qu'a dit Ariane, Oui, 2500 habitants, vous étiez donc déjà soumis à l'adressage. Et oui, ça donc, je l'ai fait hein, en 2005, hein, ça c'est bon. ouais, ben, ça vaudrait le coup que vous fassiez une base adresse locale sur mes adresses, comme un Oui, outil, oui, c'est ce que je veux voilà, faire, justement. et que vous mettiez à jour ce que vous avez fait en Oui, 2005, puisque ça va oui, importer la banne, vous ne partez pas de oui. zéro, Oui. et avancer, parce que ça veut dire qu'au 1er mars, vous êtes théoriquement tenu de remonter vos adresses dans la banne sans attendre. Mais D'accord. nous, on préfère, enfin, le sans attendre, c'est la loi. Nous, on préfère vous dire, faites bien les choses. Parce que si vous vous précipitez, que vous cliquez, vous publiez, vous Oui, oui. certifiez, derrière, les pompiers arrivent et en fait, il manque la C'est moitié pas la des peine. adresses. Mm. La Ouais, priorité, et c'est puis, que les pompiers arrivent, quoi. alors, dernière remarque, là, je m'adresse aussi à des représentants de l'État, puis je pense à M. le maire Tuzel, c'est que, bon, moi je suis plus élu, je suis avec un conseiller délégué, là, mais au niveau de l'information, moi, s'il n'y avait pas les gars de SFR Fibre de l'Isère qui sont venus voir mon collègue qui est à côté de moi, pour lui dire, bon, ben, il va falloir avoir des adresses, des latitudes pour les raccordements. Bon, après, j'ai appelé mon collègue Damien Boilet, là, qui est ingénieur à TE38, et on a bossé avec le Craig, et on a parlé de ce BAL. Autrement, jamais j'aurais dit à l'équipe municipale actuelle, mais il y a quelque chose à faire. Et je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de communes qui ne connaissent pas, si je peux me permettre, ce BAL. Vous avez parfaitement raison.
En fait, on a fait un gros mailing en décembre 2020, au moment où la start-up d'Etabal a été lancée, pour toutes les communes, les moins de 10 000 habitants, les plus de 10 000 habitants. Le message était un peu différent selon qu'elles étaient soumises ou pas au RIL de l'INSEE. Mais le mail dont on dispose, c'est celui que vous saisissez sur servicepublic.fr. Parfois, ça arrive dans les mains d'une secrétaire, parfois d'un filtre anti-spam. Enfin, c'est pas évident. Donc, on a communiqué via des associations d'élus, parce que je sais que l'AMF, l'AMF, etc., vous envoyez des messages là-dessus. Toutes les associations d'élus ont communiqué, mais là aussi, on ne sait pas chez qui ça arrive et qui le lit. On est allé dans les congrès des maires aussi. On a refait un mailing cet été. Mais là, il y a des mails. Alors, malheureusement, c'est des mails, hein, donc ça peut tomber aux oubliettes, qui vont repartir très vite pour resensibiliser les communes. C'est pour ça aussi. Oui, pardon. Allez-y. Excusez-moi. Je pense à monsieur le maire de Chuzel. Donc, moi, je suis ancien vice-président à Territoire Énergie Isère. Donc, on a beaucoup travaillé avec le CREG pour la mise en place du PCRS. Tout à fait. Donc, je me suis permis de dire à TE38, ce serait bien, nous, comme on a mis en place le PCRS, entre autres, de faire je pense pas que vous ayez un inconvénient pour dire aux communes, attention, il y a une base d'adressage locale, PAL, pour lequel vous devez la réaliser. Et on va communiquer là-dessus. Je pense pas, c'est une question que je me permets de poser avec le feu vert de TE38. Oui. Voilà. Plus de personnes sont au courant, mieux ce sera. Hein. Oui, c'est le but aussi de ce webinaire, hein, justement, de faire de la sensibilisation et diffuser au plus grand nombre sur les territoires de la région. Voilà, donc nous, on va faire une petite info au niveau TE38 parce qu'on est en rapport avec toutes les communes, et surtout les communes rurales. Hein. Ils n'hésitent pas à me solliciter s'ils veulent. Nous aussi, on est adhérents au TE38. Il y a 2-3 contacts qu'ils n'hésitent pas à nous contacter s'ils veulent, un échange informatique. Et en aparté, monsieur le maire, je pense qu'à l'occasion d'une visite sur le secteur, une éducation, vous rendrez visite parce qu'il y a beaucoup de choses déjà intéressantes sur les lotissements là, qui nous posent problème. Donc, on avait fait rapidement à l'époque, mais c'était lié à la poste. Donc, ils avaient mis des boîtes à l'entrée, mais ce n'est pas suffisant, par exemple, pour la fibre ou les pompiers. J'ai bien noté ça a bien alerté là-dessus. Et je vous reposerai certainement des questions en direct sur l'adressage des lotissements. Ça fait une bonne liaison avec les questions qu'on a. Non, je vous remercie de nous avoir écoutés. Là. Merci beaucoup. Pas de souci, merci à vous. Ça fait un bon lien avec une question qu'on a. Une personne qui dit, voilà, j'ai le 357 d'une voie qui fait une division parcellaire en ABC. Est-ce que, enfin, en 3 morceaux, est-ce que je les appelle A, B, C? Non plus. En fait, voilà. Donc, si j'ai bien compris votre guide de l'adressage, ça, faut plus du tout qu'on le fasse. Là, vous êtes au bon moment, en fait. Ils sont en train de faire la division de parcelles, ils sont en train de faire le permis d'aménager ou les permis de construire. C'est le bon moment pour les solliciter, pour choisir un nom de voie privée et d'aller le délibérer en conseil municipal et de numéroter, si vous êtes en métrique sur votre commune, en métrique ou en séquentiel, cette voie-là, mais n'utilisez plus les ABC. Tout à fait. On va encore accepter 1 ou 2 questions, mais notre webinaire va vite venir à sa fin. Juste Christophe Lothier, vous vouliez intervenir rapidement? Oui, simplement une question et une information. Nous, côté Waze, on a la capacité d'associer à chaque segment de route de notre carte, ce qu'on appelle un nom alternatif, ce qui nous permet de conserver l'historique d'un lieu-dit, par exemple, qui a été réadressé en donnant un nom de rue. Si la personne tape malgré tout le nom du lieu-dit, parce qu'elle a toujours fonctionné comme ça, elle n'est pas au courant de la nouvelle, du nouveau nommage, eh bien, le moteur de recherche l'amènera quand même à destination. Voilà, donc on a la possibilité de faire le nom alternatif. Ça, c'était pour information. Ensuite, j'ai une question. Alors, peut-être j'ai mal vu. Dans la BAN, dans adresse.data.gouv.fr, n'apparaissent, me semble-t-il, que le nommage des voies qui sont associées à un numéro. Les rues sur lesquelles aucun numéro d'habitation n'existe, on n'arrive pas à consulter le nom de la rue, ce qui est un peu ennuyeux pour nous, puisque nous, on cherche
clairement à donner un nom à toutes les voies, si tant est qu'un nom soit disponible. On n'a pas cette information, donc on se retourne assez rapidement derrière sur soit le cadastre, soit sur les données qui en provenance du géoportail, qui fait une remontée de pas mal de sources. Je voulais savoir si j'avais loupé quelque chose ou si clairement ça n'existait pas. En fait, vous les avez, mais en toponyme. C'est-à-dire que ici, par exemple, je prends le chemin du bois communal. Alors, mauvais exemple, il est sur OpenStreetMap, il n'a pas été indiqué, donc il n'est pas dessiné. Si on prend juste en dessous l'exemple que vous aviez, par exemple, il y avait une espèce de boucle un petit peu plus bas. Regardez, je vous prends par exemple le chemin des Poillardes. Oui. Le chemin des Poillardes, donc il est bien dessiné ici sur OpenStreetMap. Et si je retourne dans ma base d'adresse, en fait, liste des toponymes, en fait, il a été créé en toponyme, ici chemin des Poillardes. Et en fait, si je le modifie, il y a une position segment. Attendez, j'aurais dû faire plutôt consulter. Donc, consulter. Hop, il est ici. Donc la position, elle était mise ici, vous voyez, en fait. Les cadastres. Voilà, je l'ai positionné un petit peu au centre, on va dire, parce qu'il va de là à là. Donc je l'ai positionné à peu près au centre. Et en fait, donc ça c'est ma vue, mes adresses. Hein. Et donc en fait, le résultat, c'est que du coup, sur la base d'adresse, si le chemin a été créé, bah, vous voyez qu'en fait, il est positionné ici, sur le chemin. D'accord, mais on n'a pas formellement, toute l'emprise ou toute on va dire la longueur attachée à ce nom. Très bien. Bon, mais merci pour ces précisions. Il y avait également une question sur le nombre de points dans la balle quand on met des points entrée, boîte aux lettres, etc. Quand on fait un export, en fait, ça fait autant de lignes que vous avez mis de positions. Pour le nombre si vous remplissez plusieurs positions. Par exemple, je prends ici ce point-là, par exemple, ici, il a une position entrée, bâtiment et délivrance postale qui est ici. Et ben, quand je vais l'exporter, en fait, ce 39 rue de Postilla, il va y avoir 3 lignes dans le fichier CSV. Donc là, vous avez un exemple concret de lotissement. C'est celui que les pompiers n'arrivaient pas à trouver. C'est l'ancien 134 qui a été complètement nommé. Vous avez ici une rue des Terrasses, vous avez ici une rue de Postilla et vous avez ici une impasse du Miclub. Et c'est un lotissement où en fait vous avez par exemple des groupements de boîtes aux lettres, un ici et un ici à l'entrée. Et donc en fait, selon que les personnes, par exemple les personnes qui sont ici, leur boîte aux lettres est là. Les personnes qui sont ici, leur boîte aux lettres, elle est là. La personne qui est ici, ben, je sais pas, on va les voir. La personne qui est ici, sa boîte aux lettres, elle est là. Et d'ailleurs, vous avez ici, vous voyez, des indications aussi qui peuvent être utiles pour les utilisateurs. Ici, vous avez copié la position GPS et quand vous êtes en mode mobile avec une vue plus restreinte, ça vous permet directement d'ouvrir Maps ou Waze ou le GPS de votre choix à la position GPS du point. Je vous propose de nous arrêter là. Alors, il y avait juste une dernière question. Possibilité d'impression prévue quand? Je vais juste arrêter le partage d'écran pour vous mettre les liens utiles et vous présenter aussi les autres partenaires, enfin des exemples en tout cas, d'organismes qui, au niveau départemental, peuvent aider. Voilà. Et en attendant, est-ce que quelqu'un peut répondre à la possibilité d'impression? Sophie Clairet, peut-être? Eh oui. Alors, je vous encourage à faire comme Nicolas Hiverna, à aller contribuer sur GitHub, parce que plus vous êtes nombreux à demander des fonctionnalités, ça arrive de l'utilisateur lui-même, et donc Théo les voit et finalement va les prioriser. Donc, je vous encourage à mettre ce genre de choses. Je pense que ça y est. Vous voulez dire imprimer un plan depuis mes adresses pour le passer en conseil municipal, quelque chose comme ça. Nous, ce qu'on conseille pour le moment aux communes, c'est de le projeter, en fait, et de se balader dans les voies en conseil municipal pour passer au vote. Mais effectivement, il y avait des choses plus prioritaires à faire, mais mettez-le sur GitHub. J'essaie juste de vous partager les liens utiles. Je me suis un petit peu plantée. Hop. Et après, on pourra arrêter là. Hop. Excusez-moi. Ça. Et pour les communes qui veulent recopier ce qu'on a fait sur notre site web, il n'y a pas de copyright. Vous pouvez copier
copier-coller intégralement la page en l'adaptant pour votre commune avec plaisir. Donc, si vous allez sur chuzel.fr, dans les menus, vous avez une page d'adressage, je crois que c'est dans cadre de vie, urbanisme, adressage. S'il y a des gens qui veulent la copier, elle est libre de droit. Merci pour l'information. En tout cas, je vous invite à consulter le site de la mairie de Chuzel, juste pour voir comment on peut aller un petit peu plus loin justement dans la communication aux administrés. Voilà, c'est un exemple qui est bon à prendre. Je vous ai mis les exemples d'initiatives, c'est vraiment des exemples, hein, d'initiatives à l'échelle du département. On a le Ciel, Territoire d'énergie Loire, qui a pas mal travaillé sur l'adressage, qui a aidé les communes et rédigé un document. On a la RGD Savoie-Mont-Blanc, avec qui nous travaillons aussi, qui travaille, elle, sur l'adressage historiquement depuis 2007, avec un suivi proche et une sensibilisation des communes. Et puis, je vous ai remis une liste des organismes partenaires actuellement de la BAL. Alors, les organismes, hein, pas les communes. Il y a beaucoup de communes aussi qui sont partenaires, donc qui s'engagent finalement à sensibiliser et puis à utiliser de manière correcte les adresses. Voilà, donc vous aurez la liste ici. N'hésitez pas à les contacter si vous êtes dans leur territoire. Ces EPCI-là peuvent potentiellement vous aider. Et puis voilà, je vous remets les liens utiles. Alors c'est un petit peu en vrac, là je les ai mis suite à la présentation de Sophie Clairet. Mais voilà, vous avez le site, donc le site principal, adresse data.gouv. Vous avez le guide des bonnes pratiques de l'adressage, le parcours de l'adresse résumé, des informations sur le format de la BAL si jamais ça vous arrive d'importer vos adresses sous un autre outil que Mes Adresses, l'outil Mes Adresses en lui-même, et puis les informations sur la certification qui sont revenues. Il y a des questions qui revenaient régulièrement. Il y a une page dédiée. Voilà. C'est pas le bon écran, Marie. On a une page Word. Mince, excusez-moi. C'est le suivi des questions-réponses que vous devez voir alors. Que j'ai copié. Hop. Attendez, j'arrête le partage. C'est que j'ai deux écrans, donc ça a dû complexifier la chose. Voilà. Est-ce que vous voyez là? Non, toujours pas. Bon, écoutez, je vous les envoie de toute façon. C'est bon, là, on a la... C'est bon, vous l'avez? Ah d'accord. Bon, vous voyez pas la même chose que moi à mon écran. Très bien, donc là, c'est les liens utiles, c'est tout bon. Et puis, je vais revenir en arrière. Hop. Ici, donc, je vous mettais les exemples d'initiatives départementales. Donc, si vous voulez les consulter, je vous les ai cités avant. Et voilà, les organismes partenaires base adresse locale dans la région. N'hésitez pas à les solliciter si vous êtes sur leur territoire. Voilà. Renseignez-vous d'abord si votre PCI peut vous apporter de l'aide, en tout cas sur l'adressage, si jamais vous avez des questions. Et puis, n'hésitez pas non plus à nous contacter, nous, au CREG, sur notre support, parce qu'on peut répondre à vos questions également. Et on peut aussi vous aider dans l'utilisation de l'outil Mes Adresses. Et comme l'a dit Monsieur Hiverna, certaines communautés d'agglo également, même sans diffuser l'information de manière plus large, apportent de l'aide aux communes. Donc, n'hésitez pas à poser des questions pour voir où est-ce que vous pouvez avoir de l'aide supplémentaire si jamais vous en avez besoin. Voilà. Et pensez toujours aux webinaires nationaux qui sont organisés par la NCT. Je ne sais pas si les autres intervenants veulent rajouter quelque chose avant de clôturer le webinaire, ou c'est tout bon. Voilà, donc j'ai essayé de collecter les questions également, et donc les questions restées sans réponse, je les ai notées. Donc voilà, on reviendra vers vous dans la mesure du possible. Merci à tous en tout cas, merci aux intervenants et puis surtout également aux spectateurs. Voilà. Et bonne journée à tous.